Bonjour et bienvenue à Sainte-Catherine du Sarlac. Je m'appelle Eric et aujourd'hui, je suis accompagné de Jesse, Marco et nous avons FX qui sera parmi nous bientôt dès qu'il aura réussi à coucher son Jawa. Aujourd'hui, on va vous entretenir de quelques petites nouvelles qui sont passées sous le radar par rapport au Battle Force. On va vous donner nos conseils sur comment se préparer à un tournoi, comment se gérer dans un tournoi et comment ne pas faire la baboune à la fin d'un tournoi. Et par la suite, nous aurons également notre section Pimp ma liste que nous avons reçu là, quelques demandes de nos auditeurs. Mais avant, un petit rappel qu'on vous invite à participer au tournoi qui s'en viennent bientôt. Nous avons toujours le CTC à Ottawa qui leur reste 2 billets si je ne me trompe pas. Ça a lieu les 24 et 25 mai prochains. Le 28 juin à l'Abyss, un tournoi de 3 matchs une journée. Le Ironwell à Wakefield au Massachusetts les 12 et 13 juillet prochains. Et en France, l'Open du Nord qui aura lieu à Lille les 31 mai et 1er juin prochains. Et petite mention aux 2 personnes qui ont terminé 3-0 au tournoi de Mons en Belgique. On a voulu parler de vous à l'avance, mais malheureusement, le timing n'était pas excellent, donc notre dernier podcast là, est sorti après. Mais j'ai vu les résultats et j'aimerais féliciter les 2 personnes là, qui ont été invaincues lors de cet événement. On espère que vous avez eu beaucoup de plaisir. Sur ce, petite chose que vous n'avez peut-être pas remarqué dernièrement parce que AMG n'a pas fait de transmission de publicité à propos de ça, c'est des 2 petites modifications à des Battle Force. On a la Battle Force des Wookiees qui, pour un instant, le nom m'échappe. Jesse, rappelle-moi. Wookiee Defender. Ah, c'est ça, c'était trop simple. C'est pour ça que j'avoue. Wookiee Defender, alors pour ceux qui ne suivent pas tous les petits changements de règles avec le forum de règles, etc., dernièrement, on avait découvert que quand on utilisait le Heavy Weapon du Battle Shield Wookiee, le fait que ça réduit sa vitesse de 1 faisait en sorte que en tout temps, sa vitesse était réduite de 1, donc il ne pouvait pas être déplacé lors de tout type de mouvement qui nécessitait un mouvement de 1. Ce qui veut dire Force Push par exemple, ou même l'habilité de la Battle Force qui était quand une figurine est morte, de pouvoir faire un mouvement gratuitement de 1. Donc ça venait depuis quelques mois là, un peu nuire, en fait grandement nuire à les rares habilités de cette Battle Force-là. Donc là, ils l'ont changé. Ils ont précisé que lorsqu'on utilise ce Heavy-là, on peut bénéficier de notre mouvement d'une distance de 1 lorsqu'on perd une figurine une fois dans le tour. Donc maintenant, ce qu'ils disent, c'est que pour l'habilité de la Battle Force, dès que tu perds une miniature, tu peux faire un Speed 1 Move avec l'unité. Peu importe le speed de l'unité. Mm-hmm. Donc ça veut dire que même si tu es immobilized, tu peux faire le Speed 1 Move. Yes, sir. Intéressant. J'avais même pas vu ça comme ça. Donc, ça fait en sorte que c'est encore meilleur, finalement. Oui. Ils vont avancer s'ils veulent avancer. Par contre, corrigez-moi si je me trompe, messieurs, mais ça reste quand même que c'est seulement lorsqu'une figurine est tuée qu'il bénéficie de cet avantage-là. Donc, il reste immunisé au Force Push. Ah oui. Tout à fait. Donc quand même cool. Les Wookiees sont un peu plus cool. Est-ce que ça les rend bons? C'est une autre question. Mais au moins, ils n'ont pas 2 mécaniques qui jouent une contre l'autre. Qui est comme, oui, tu veux jouer des boucliers parce que tu veux t'avancer, mais tu peux pas parce que t'es immobile. Donc, exact. C'était un peu aberrant. Fait que ça, c'est vraiment bien pour nos amis les poilus. Et parlant de poilus, une autre petite modification qui est bienvenue, c'est pour la Battle Force des Ewoks, Blighttree Village. Dans le fond, pour ceux qui l'ont joué comme moi, on était tous bien insultés
que Léa, qui avait une belle carte d'amitié avec Wicket, qui se donne des ordres gratuitement, tu étais obligé de mettre Ally of Convenience sur. En fait, c'est Underworld Connection, là, mais en tout cas, d'avoir le keyword Ally of Convenience pour être capable de donner des ordres aux mercenaires. Ben là, ce qu'ils ont fait, c'est que dans la Battle Force, ça dit que tous vos commandants qui sont des rebelles purs ont ce keyword-là automatiquement. Donc, Léa, Anne, pas de problème. Ils peuvent donner en tout temps des ordres aux Ewoks, à tout mercenaire dans cette Battle Force-là. Ce qui fait en sorte qu'on n'est plus pris avec cette taxe de Underworld Connection là, sur nos héros pour pouvoir bien synergiser tout ça. Puis en plus, les Ewoks peuvent prendre le courage de Han puis Léa maintenant. C'est pas super pertinent parce que t'as d'autres commandants qui ont du courage, mais ça fait plus de courage à la table. On aime ça, surtout que maintenant tu joues sur toute la map. Fait que c'est bien. Ça l'aide. Ça fait que tu joues sur un breakthrough, puis tes deux seuls commandants, c'est Wicket et Léa, puis tu les splits d'un bord puis de l'autre, ben t'es pas forcé à mettre tous tes Ewoks d'un côté, tous tes rebelles de l'autre côté pour que ça marche. Tu peux mix and match puis avoir deux ouvrages qui font du sens. Puis ça fait en sorte que tu vas thématiquement, c'est plus agréable de jouer cette armée-là parce que tu sens vraiment que tout se coordonne bien, tout fonctionne. Avant, c'était ça va être super cool, Léa donne des ordres, puis telle affaire, puis t'es comme non, ça va juste marcher si tu payes une autre upgrade. Là, moi, je trouve que, comme on dit, là, ça vient gratter. Là, comme deux pièces de métal, puis il y a de la rouille entre les deux. Là, t'es comme, c'est pas la fin du monde, mais c'est fatiguant en tabarnouche. Fait que, ça, c'est le fun qu'il ait modifié ces petites choses-là. Personnellement, j'ai fait le tour là, de tous les documents des Battle Force, j'ai rien vu. Mais si jamais quelque chose passé subtilement, n'hésitez pas à nous écrire si vous avez vu des choses qui auraient changé. Comme je dis, MG n'a pas fait de transmission, pas de communication officielle. C'est juste apparu dans les documents officiels, les nouvelles versions. Fait que voilà. Au cas où que le monde passe au travers puis se rende compte qu'il y a des choses qui ont changé. Il y a des choses qui ont changé sur tous les documents. Mais c'est juste pour la simplicité. Là. Ils ont enlevé beaucoup de choses des unique upgrades que tu peux mettre à l'intérieur des listes. Tout ce qui n'est pas vraiment unique, qui est juste une upgrade limitée, a été enlevé du document. Mais ça veut pas dire que tu n'as plus accès. Je pense spécifiquement à Blizzard Force. Dans les unique upgrades, ils listaient les HRU, Heavy Response Unit, donc les Stormtroopers où tu peux mettre 2 Heavy Weapons à l'intérieur. C'était listé sous ça. C'était vraiment pas nécessaire, donc ils l'ont enlevé. Parce que la liste dit quand même que tu as le droit de jouer 0 à 2 Stormtroopers, et sur la carte du Heavy Response Unit, ça dit encore Special. C'est quoi ça dit Special? C'est peu du terme exactement, mais ça dit que tu peux les jouer que dans Blizzard Force. Donc, les règles fonctionnent encore. C'était juste comme trop de choses qui voulaient dire la même chose. Ouais. C'est Special Issue. Special Issue, ouais. Special Issue, yeah. Ouais. Je trouve ça par contre un peu dommage parce que je me mets dans la position d'un nouveau joueur qui va qui achète éventuellement les nouveaux corps qui sont les nouveaux kits qui s'en viennent. Puis là, il veut faire la Battle Force. La Battle Force ne dit pas qu'il a accès au HRU. À moins que je me trompe, le seul autre endroit où on trouve cette information-là, c'est si tu vas chercher le document avec toutes les cartes de la faction. C'est là que tu vas trouver le HRU. Fait que je sais pas est-ce qu'ils vont être imprimés dans les kits de cartes de l'Empire qu'on va pouvoir acheter pour dire au monde hey, ça existe ça. Ils devraient, ouais. J'espère. Ils devraient, mais c'est ça. C'est juste, comme tu dis, c'est dommage si quelqu'un s'achète un core set de l'Empire, tout à coup il explore, il voit qu'il y a Blizzard Force qui existe, puis il n'a pas acheté le kit de cartes parce que il y a les cartes qu'il a besoin qui viennent avec le core set. S'il ne cherche pas à la bonne place dans le print and play, il ne trouvera pas cette information-là, en effet. C'est pour ça qu'il faut les rediriger vers les list builders. Tout est là. Ouais. C'est la communauté. On en parle régulièrement, mais maudit qu'AMG devrait faire leur propre list builder. Ça remplacerait beaucoup de problèmes qu'ils ont avec le fait qu'ils shiftent vers du print and play pour
pour trouver l'information. Ils pourraient faire des mises à jour de points plus régulièrement parce qu'ils ne diraient pas ah ben là on a marqué 52 points sur nos je sais pas qu'est-ce qu'on a des shores puis on peut pas les descendre parce que il faut qu'on attende que la print soit release puis que les gens l'aient eu dans les mains un peu avant de le sortir. De toute façon, je vais faire mon petit éditorial bête, là, mais de un, ils feront jamais ça parce que c'est des coûts puis la communauté s'en occupe. Puis ça reste une corpo qui veut faire de l'argent. De deux, ils feraient même pas comme il faut. Ils sont même pas capables de nous envoyer des cartes promo qui n'ont pas d'erreur dessus. Ils feraient une application qui probablement nous fâcherait anyway. C'est bête de même. D'ici là, la journée qu'ils le font, si c'est bien, je vais être le premier à vous dire utilisez-le. Je suis pas un cynique, mais à date, je suis pas nécessairement impressionné. Shout-out à Fantasy Flight qui l'avait fait pour X-Wing. Puis moi, je l'aimais bien. L'application d'X-Wing était cool. Là. Genre, je trouvais qu'elle marchait bien. T'avais un petit centre d'effet quand tu te connectais, puis tu faisais tes listes, puis tout. Puis c'était cool. On a basé Discover sur Gears Workshop, puis ils l'ont fait aussi pour, je pense, la plupart de leurs jeux. Ben, moi, je jouais à iOS. Il faut que tu sois abonné à Warhammer Plus. Puis une fois que tu es abonné à Warhammer Plus, pour un beau total de comme 30$ par mois, tu peux faire Unlimited List. Ouais. Genre 20 ou 30$, ça, je me souviens plus. Là. Mais je suis pas abonné. Yes. Puis, après ça, ça. Ils sont greedy. Bon montant. Ouais, c'est un bon montant. Là. C'est pas je suis comme, tu sais, je pourrais m'abonner. C'est 10$, 15$ canadiens, c'est pas si pire. Mais il me semble que je me souviens plus du prix exact parce que j'ai fait le saut quand j'ai vu, j'ai fait, ouais, peut-être pas. Ah non, c'est ridicule. Tu sais, moi, je suis bien content de donner mon 1,5$ sur le petit Patreon de, je sais pas trop, là, de Tabletop Admiral. Là. Comme ça, je m'évite les pubs et ça l'encourage. Ça me coûte 15$ par année, c'est cute. Là. Mais donner 360$ par année à une corpo, rendu là, on va me sortir un chiffrier Excel. Mais bon. Une corpo qui déjà vend toutes leurs affaires overpriced. Yes, c'est pour ça qu'on joue à la Légion, guys. Exactement. Ça coûte moins cher. Puis la compagnie n'est pas parfaite, mais elle fait son possible. Le fait d'avoir des documents en print and play, d'avoir des updates régulières, d'avoir pas eu de mini qui ont disparu avant cette année dans le jeu. T'sais, nous autres, on chialait parce que ça arrivait avec Palpatine, les Royal Guard puis d'autres affaires. Mais d'autres jeux, ça arrive à chaque année. Là. Ouais. Puis, comme tu dis, ils sont pas parfaits, mais avoir les prix qu'ils ont mis sur les nouveaux starters, tu vois qu'ils font des efforts pour essayer de garder leur prix le plus bas possible. Ils ont dit qu'ils ils font à peine de profit. Je sais même pas s'ils font du profit, hein, ça se peut qu'ils les vendent à perte. Mais ça se peut. Les prix sont extrêmement bas pour qu'est-ce qu'il y a dedans. Non, ça reste leur responsabilité. Mais non, effectivement. Bon, ben sur ce, allons, lançons-nous. Je cède la parole à Jesse pour nous partir ça. Fait que, comme on n'arrête pas de faire des shout-outs à des tournois récemment, on a eu chacun de nos podcasts, puis que là, il y a l'entièreté du cast de Saint-Antoine-du-Salac, sauf moi, va au CTC la semaine prochaine. On s'est dit qu'on allait vous aider à vous préparer pour un tournoi. Avant, pendant, puis après. Fait que, avant un tournoi, messieurs, est-ce que vous avez des choses que vous faites normalement? Est-ce que vous faites une petite prière le matin? Vous sacrifiez une vierge? Vous assurez que vous avez toutes vos miniatures? Qu'est-ce que vous faites pour vous préparer à des tournois? Pas mal tout ça. En commençant par le sacrifice, c'est le plus important. On s'entend, là. Non. Côté rituel, j'en ai pas vraiment, mais vraiment le plus important, c'est vérifier, revérifier que j'ai vraiment tout ce que j'ai besoin pour jouer. Parce que c'est dommage, mais j'ai déjà arrivé à des tournois où il me manquait des minis. Il me manquait un heavy sur un squad, puis bon, à moins que quelqu'un ait une mini d'extra de prêter pour proxy, mais too bad, hein, tu joues avec un heavy en moins dans ta liste. Mm-hmm. Ça fait mal. Ouais, vraiment. Vérifier. Là, je répéterai pas en double ce que vous allez dire là, éventuellement, mais prenez pour acquis que je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Bon, c'est quand même un peu préparé. Mais moi, c'est de m'assurer de toujours lire le document que l'organisateur du tournoi a mis en ligne pour nous donner des consignes.
Tu dis ça parce que tu organises des tournois puis qu'on les lit pas? Exact. Ben non! Ben, ceci étant dit, c'est vraiment important parce que des fois, il n'y a pas tout dans les petites publicités que les gens envoient. Tu vois, dernièrement, justement pour le Iron World là, au Massachusetts, j'avais plus ou moins lu le document en me disant c'est loin, j'ai le temps. Puis là, je le revérifiais ce matin, puis j'avais pas vu que ça prenait 3 couleurs de peinture minimum dans chaque unité. Tu sais, c'est une règle qui ont pour s'assurer que c'est pas juste des figurines assemblées. Fait que j'ai fait moi j'ai encore ce genre de figurines-là là, chez nous, fait qu'il faudrait que je me force à finaliser ça. Mais si je l'avais pas lu, je serais arrivé sur place, ben s'il y a des pénalités, je peux pas faire ben là, je fais pitié. Ah non, faut que j'assume comme un adulte. Hein. Fait que c'est important de lire ça. Puis oui, effectivement, comme organisateur qui essaie de faire des beaux petits documents bien complets avec toutes les infos, j'aime bien ça quand les gens me bombardent pas de 26 millions de questions parce qu'ils sont comme on peut-tu faire ça? C'est dans le document. Yep. Moi, classique, déjeuner le matin, reposez-vous la veille, buvez de l'eau, prenez un café avant le tournoi. Idéalement, finissez pas votre café en plein milieu de votre 2 premiers matchs parce que sinon vous allez avoir envie d'aller pisser. Puis c'est pas idéal. Si c'est juste pisser que t'as envie. Ouais, c'est ça. Ouais, je reviens, Alright. C'est nous autres, moi, quand je vais faire les tournois, je fais 1h30 de char avant. Fait qu'on arrête tout le temps à mi-chemin. On prend le café, on prend le déjeuner. On s'assure que on a tout ce qu'il nous faut. On a des collations, on a des whatever. Puis on repart après. Puis après ça, c'est essayer d'arriver aussi 15-20 minutes avant que l'heure indiquée par l'organisateur du tournoi que ça va commencer. Parce qu'on veut pas... je vous recommande de pas vouloir arriver dernière minute. Parce que comme ça, vous allez moins arriver en retard. Mais t'as le temps de décompresser aussi avant que... Tu sais, si t'arrives au temps pile où les pairings sont déjà annoncés, où l'organisateur commence déjà à faire son speech, ben t'as même pas le temps de relaxer. Tu cours quasiment pour rendre à la place, puis là, il y a le speech, puis là, ça commence, puis t'as encore ton manteau. t'es full stressé à jouer. Exact. Nous autres, la place qu'on fait nos tournois à l'Abyss, c'est un pub aussi, puis il y a des cafés, il y a des trucs, puis on a la chance que les serveurs viennent nous voir pendant qu'on joue pour nous proposer là, si on veut quelque chose à boire ou à manger. Ça, c'est absolument génial. Mais si tu vas à une convention comme Iron World ou le CTC, des trucs comme ça, là, ça se peut que soit la chose que tu vas avoir, c'est un Red Bull à 10$ US parce que c'est ça qu'il y a à la convention, ou rien, puis il faut que tu ailles prendre ton char pour aller au Tim ou aller à n'importe quel café, place à déjeuner, whatever. Ouais. Puis aussi d'arriver tôt, on joue à un jeu de communauté, un jeu qui est social. Le fait d'arriver tôt, c'est le fun d'arriver là et de parler avec les gens. Même si ton premier tournoi, tu connais personne dans la communauté, d'aller là, tu vas rencontrer des nouvelles personnes, tu vas te faire des nouveaux amis. Puis c'est ça qui est le fun. On joue tous à ce jeu-là parce qu'on aime ça. Puis on essaie d'être un peu social, même si on n'est pas tous des gens sociaux. C'est peut-être notre seul exercice social qu'on fait. Donc de sortir et d'aller rencontrer du monde puis de jaser avec de nouvelles personnes, c'est toujours le fun. Donc on n'est pas là que pour jouer, on est là pour aussi parler, se faire des amis. Puis... Je me souviens à mon premier tournoi de Légion, le cello le premier cello, là, j'étais arrivé, nous autres on était arrivés des provinciaux là, de la campagne de Sherbrooke. On était à 4 dans le char, on arrive à Montréal, on se perd 2 fois en chemin, on se trouve un stationnement en face, puis là on descend en sous-sol où le tournoi avait lieu. Puis on voit toutes les tables, on est juste les yeux ronds comme des 2 piastres. Puis on se promène, puis on regarde, puis on est comme oh my god, c'est tellement beau, c'est tellement beau. Ah ça, check, il y a 2 ATST sur ce plateau d'armée-là, je veux vraiment pas jouer contre ça. Là. Puis là, t'as des gens que tu connais pas, puis tu veux aller regarder leur armée, puis t'es comme lui, c'est super bien peinturé, il a l'air cool. Lui, une liste que j'ai pas envie de jouer contre, puis finalement, tu joues contre, tu te rends compte qu'il est super sympathique, même s'il te casse en 3, puis tu sais, c'est... Juste si tu vas avec du monde, surtout pour des premiers tournois, des trucs comme ça, c'est une expérience qui est jamais la même après la première fois. Ouais, vraiment. Vraiment. Ça peut être intimidant si c'est un premier tournoi de rentrer là, surtout si tu y vas seul, si t'as pas de petit groupe ou de communauté avec laquelle tu y vas. Mais de ce que j'ai vu, de tout le tournoi que j'ai fait,
partout, même sur à l'extérieur, là, tout le monde est super sympathique. C'est une super belle communauté qu'on a à Légion, donc faut pas se sentir intimidé. Faut pas hésiter à aller discuter avec le monde. Puis, on n'a pas de cloche qui dérange pendant qu'on joue. Ceux qui viennent au SLO, vous allez savoir de quoi qu'on parle. Ouais. Mais on parlait de choses, de s'assurer que on a tous nos miniatures, les cartes d'upgrade, les cartes de commandement, tout le kit. Mais pas juste des affaires du jeu qui sont importantes à préparer d'avance. C'est un chandail. Nous, on a des chandails d'équipe pour notre communauté à Montréal. On a nos chandails des rencarts perdus. Ben, est-ce qu'il est propre? Est-ce que j'ai fait ma lessive puis il est prêt pour le tournoi? Puis après ça, d'apporter une couple de choses qui peuvent être assez importantes aussi, un déodorisant, peut-être des chewing-gums, des choses de même, juste parce que des fois c'est... Puis, je vais rien dire contre la communauté, là, parce que de ce que j'ai vu, on a une communauté qui est propre pour une communauté de gamers, mais il n'y a pas toutes les pièces qui sont bien aérées. Des fois, des fois, c'est juste ça le problème. Donc oui, d'être capable d'améliorer son odeur si besoin, c'est vraiment important. Quand t'es 15 à 30 personnes dans un sous-sol, qu'il n'y a pas de fenêtre, que la seule entrée d'air, c'est la petite porte qui mène en haut, puis que tu passes 9 heures de ta journée minimum là, à la fin de la journée, quand tu sors, t'es « Oh mon Dieu, c'est quoi le soleil? C'est quoi l'air pur? Ouais. Oh mon Dieu! » Puis non, c'est important aussi. Amenez-vous une bouteille d'eau. Il n'y a aucune place qui va vous interdire d'avoir une bouteille d'eau. Mm-hmm. Puis on parle un peu plus pendant qu'on parle de quoi faire pendant le tournoi. Mais personnellement, je bois une bouteille d'eau par game que je joue à peu près. Mm-hmm. Genre une petite bouteille d'eau normale. Là, rester hydraté, c'est super important parce que ça creuse le cerveau de jouer. Tu joues debout, t'as chaud, boire de l'eau, manger un petit quelque chose aussi là, entre chaque match. Quand j'étais allé à la Técon l'année passée, genre la première journée, j'étais comme je m'attendais à rien, puis justement, j'étais pas super bien préparé, mettons. Fait que là, je courais entre mes matchs, j'allais me chercher une Red Bull, puis c'est pour ça que ça m'a coûté 10$ US, parce que c'est ça dans les conventions, tu sais. Puis là, il me faut, genre, je commence à être fatigué, ça fait 2 games que je joue, il m'en reste 2 autres à jouer, ça va bien finalement, je pensais mourir, puis non, j'ai réussi. Il me faut une Red Bull pour continuer, puis rester là-dessus. Puis, tu sais, j'avais pas énormément mangé dans ma dernière game, la 4e, là, je shakeais, là, j'étais ma Range Rover, puis genre la caféine était là, mais il y avait rien d'autre dans le corps. Fait que... une chance que nous, on a Sam avec nous quand on sort, surtout dans notre groupe des 4 encore, là, qu'on était à Adepticon, parce que déjà, on va au Walmart pour notre fin de semaine, on s'achète plein de choses, plein de collations, puis on a toujours Sam qui s'assure que le matin, on a chacun des bars, on a des bananes, on a de quoi boire, comme il nous load nos sacs à dos à tout le monde pour s'assurer qu'on a de quoi manger. Mais c'est vrai que c'est important, rester hydraté, rester rassasié aussi. Puis on dépense des calories. Mangez pas juste la junk food, là. Genre les fruits, là, c'est super important. Nous autres, on parlait de superstition au début, là, en joke un peu, mais la gang de Sherbrooke puis la gang de Trois-Rivières, nous autres, quand on monte, on a tout le temps des clémentines. C'est pour ça qu'on s'appelle de Orange Guard. C'est parce que on a tout le temps des clémentines, puis on en mange une dans chaque partie, puis on se dit que la vitamine C, c'est bon. Puis c'est orange, puis posez pas de questions, parce que manger des oranges dans un char, c'est pas évident de manger des oranges dans un char. Surtout quand tu conduis. Ouais, surtout quand tu conduis, puis que ton copilote t'a coupé les oranges, mais pas encore, mais en rondelle, là, puis qu'il a pas enlevé la pleure. Fait que là, t'es comme, j'ai un rond d'orange, puis en tout cas, mangez des fruits entre vos parties, restez hydraté, puis ça fait partie de la préparation. Toi, Eric, manger des oranges en voiture, qu'est-ce que t'en penses? Seulement si je conduis puis qu'on me les met directement dans la bouche. Ah, excellent. Parfait, ça. Mais je préfère les clémentines. Comme un vieux dieu grec, là, tu veux qu'on te les mette une tranche à la fois dans la bouche de manière bien sensuelle. Ouais, ça c'est ma façon préférée, effectivement. Excellent.
Fait que pendant le tournoi, maintenant que vous êtes bien prêts, vous avez imprimé vos listes, vous avez bien mis votre liste en ligne, vous avez bien payé votre tournoi aussi, votre inscription, puis vous n'arrivez pas... c'est arrivé l'année dernière, il y a quelqu'un qui a fait... on a fait 16 heures de char pour aller quelque part, il n'avait pas payé son tournoi. Puis là, il arrive et il fait des beaux heures à l'organisateur. « Ouais, tu peux-tu me faire une place? » Finalement, ça avait bien à donner, ça a marché. Mais ouais... maintenant que vous êtes arrivé sur place, puis que là, votre première ronde commence, vous avez bien écouté l'organisateur qui vous disait les règles, qui vous dit c'est quoi les prix, à quelle heure vous allez manger, combien de temps vous allez prendre pour manger. Puis là, vous êtes pairé. Vous vous rendez compte que vous êtes pairé avec quelqu'un que vous connaissez pas. Vous n'avez jamais joué contre sur une table que vous connaissez pas. C'est quoi la première affaire que vous faites? Respirer. Prendre une grande respiration. Se calmer. Moi, je suis quelqu'un qui est assez nerveux de base, surtout dans des situations sociales comme ça où je suis un peu moins à l'aise. Mes premiers tournois, j'avais le cœur qui battait à 140, 160, puis je shakeais, puis j'avais de la misère à respirer quasiment. Là. Prends un step back, respire. Il n'y a pas de raison de stresser. T'es là parce que tu veux être là. T'es là parce que tu veux jouer à Légion, parce qu'on aime ça jouer à Légion. Juste relaxer, puis profite du moment. Surtout si c'est ton premier tournoi, t'es sûrement pas là pour te dire que tu vas gagner. Puis t'es là pour la gloire. Puis anyway, si tu gagnes quoi en général? Pas grand-chose. On est là pour peut-être quelques petits prix de plus, mais on est là pour avoir du plaisir. Donc, relax. Tout va bien aller. Ouais. Puis moi, à l'inverse, comme je suis un peu plus peut-être une créature sociale, puis j'ai pas ces stresseurs-là. Mais moi, c'est l'inverse, je peux être trop. Là, je vais dire à mon adversaire, « Hey, salut, moi c'est Rick, blablabla. » Puis là, on se rend compte que le premier tour va avoir pris 1h45 parce que j'ai su combien de sœurs il y avait, puis bon, là, j'exagère, mais... tu sais, c'est comme... on a quand même juste 2h30 faire notre partie. Mais oui, effectivement, tu te présentes, tu dis bonjour, tu suis les consignes de la journée. Souvent, on commence une partie, on s'entend sur les éléments de décor, qu'est-ce que ça à table, s'assurer que tout est clair. Super important de faire ça d'avance. Moi, je suggère toujours aux gens de faire ça en premier. Peut-être que vous voyez tout le stock de votre adversaire, puis vous voyez qu'il y a des véhicules, qu'il y a des Ewoks, qu'il y a ça. Bon. Mais moi, je trouve ça intéressant d'éviter d'être biaisé, puis d'essayer de s'entendre sur les décors sans savoir ce que l'autre a. Comme ça, il n'y a pas de gamique de « Ah, mais non, je veux pas qu'il y ait du terrain difficile, je veux qu'il y en aille parce que je vais le prendre en défaut. » Non, regarde, ça a-tu l'air d'être du terrain difficile? C'est-tu du light cover, heavy cover? On s'entend, puis après ça, on joue, on se montre nos listes. On prend le temps de regarder la liste de son adversaire, on se sent pas stressé de « Ah, ben là, je connais pas tout par cœur. » Regarde, pose des questions, prends le temps. Il y a tellement d'unités dans ce jeu-là, puis d'amélioration. C'est dur de tout connaître par cœur. Même des vétérans comme nous, là, il y a des cartes qu'on se rappelle pas par cœur. Bon, sauf peut-être Jesse. Mais... je le vois, là, qui est comme, je suis pas mal sûr que... Bon. Il y a des choses que je me souviens pas, je suis pas mal sûr. Je pense que je pourrais m'en faire passer une petite vite. Ben oui, c'est ça. Fait que tu prends le temps de regarder ça, d'en parler à ton adversaire, puis comme ça, tu mets la table pour tout bien commencer ta game avec les différentes étapes, le tour 0, puis etc. Moi, j'y vais comme ça. Mais tu parles tu dis de parler des décors avant de savoir les listes. Ça, c'est super intéressant. Moi, j'ai l'habitude de faire le contraire. En général, je vais montrer ma liste en premier. On va parler de liste. C'est pas très grave, les deux manières sont valides. Puis j'aime beaucoup ton idée d'être le plus black box, comme on dit, là, de pas savoir c'est quoi l'armée de l'autre quand tu parles du terrain. C'est cool. J'aime l'idée. Par contre, faut être transparent aussi avec ça. Si tu joues une armée avec juste des gros véhicules, tu joues une armée république avec les deux gros tanks qui déjà sont difficiles à se déplacer avec, puis que tu es dans une map que c'est que des buildings qui sont tous collés les uns sur les autres, faut pas hésiter de le dire à l'autre, hey, je pense que la manière que la table est placée en ce moment, ça va pas être le fun pour moi parce que j'ai rien que je peux faire avec mes véhicules. Puis là, peut-être qu'avec ton adversaire, vous pouvez vous entendre pour peut-être bouger certains terrains, pour créer un peu plus d'espace, parce qu'il n'y a pas toutes les maps qui sont faites pour ce genre de liste-là. Donc, de pas hésiter d'être transparent. Puis si tu penses que la table va vraiment pas être le fun pour un ou pour l'autre de jouer dessus, vous pouvez déplacer
les terrains, là, déplacer des petites choses pour s'arranger. Si vous entendez pas à déplacer des choses puis que la table est vraiment pas bien, j'ai jamais vu de table qui était genre, j'étais comme, celle-là, non. Non. Toutes les tables sont relativement jouables normalement quand l'organisateur du tournoi a bien passé, a double vérifié. Mais s'il y a un gros problème, tu peux lever la main et dire au consul, hey, je veux pas que mon adversaire, si t'es pas à l'aise, si t'as peur que ton adversaire te dise que t'as modifié la table à ton avantage, peu importe, dis au consul, regarde, on s'entend pas super bien, moi j'ai des gros véhicules, je passe pas partout, peux-tu juste tourner la table un peu? Le juge est impartial, là, et le consul il va le faire, ça va lui faire plaisir. Là. Exact. Puis moi je trouve que c'est pour avoir un bon esprit sportif dans ce genre de jeu-là où il n'y a pas d'argent en jeu. Là. Donc, comme Marco l'a dit, souvent les prix, c'est le fun, c'est épique, mais c'est pas épique, c'est le fun. Mais ça mérite pas de la triche ou d'être trop intense. Là. Fait qu'à ce moment-là, si tu le vois, là, que OK, on s'est entendu sur tout, puis là, tu vois, hey, tabarnouche, t'as 2 tanks de la République, puis t'as rien dit, là, mais moi, je sais que t'as plein d'endroits là que c'est de la merde. Ben, vous pouvez le dire à votre adversaire, hey, qu'est-ce que t'en penses si ça, on dit que ton véhicule, là, il peut être traversé, puis c'est pas grave. Tout se fait. Puis la personne va juste être contente de voir, wow, il a pensé à moi, il veut s'assurer qu'on a une belle partie, qu'on a du plaisir, que le meilleur gagne, ou le plus chanceux, ou les deux, mais au moins que ça ne sera pas par des moments push de tout ce côté de la table-là, je peux pas y aller parce que ma base est trop grosse. T'sais. Fait que je pense c'est ça. Moi, je vois toujours le jeu. L'adversaire que je veux être, c'est quelqu'un contre qui j'aimerais jouer. Fait que je veux tout le temps être le plus plaisant possible. Puis ça c'est pas juste pendant que tu joues, ça part vraiment de comme on dit, dès que tu te fais parry puis tu rencontres la personne qui est devant toi, contre qui tu vas jouer, ça va dès la première poignée de main, le premier fist bump, peu importe c'est quoi tu fais, mais ça part de là. Puis justement, d'avoir cette ligne de communication-là, de pas juste être renfermé puis dire 2 mots, puis hey, tu joues quoi? Empire. Tu sais, comme puis t'arrêter là, comme ça. D'être ouvert puis d'avoir une discussion, c'est un jeu où on va discuter pendant 2h30. Donc si ça part mal cette discussion-là parce que t'arrives pas à t'entendre sur le terrain ou tu veux vraiment pas que l'autre ait du fun devant toi sur la table, ça va être un 2h30 qui va être extrêmement long. Cela dit, je vais faire l'avocat du diable en tant que joueur ultra compétitif, sweaty pis tout là. Si vous êtes là, c'est quand même un tournoi. Fait que si vous vous rendez compte que votre adversaire, genre, il parle pendant 1h30 parce qu'il vous parle de ses sœurs, puis que il a pas encore setupé ses affaires, puis tout, n'hésitez pas à le pousser un peu, dites, hey, tu sais, ça fait 45 minutes qu'on n'a pas encore commencé, là, il reste 1h45, dépêchez-vous, essayez de vous entendre, respectez le temps, parce que je veux pas, la place que vous jouez, la boutique, la salle que vous avez louée, il y a un temps limite là-dessus, là. À la fin, puis il faut faire 3, 4, 5 games des fois. Fait que il faut que ça avance, je veux pas. Puis c'est normal d'être stressé. Mais c'est très faisable de jouer une partie en 2h30 tout en ayant du fun, puis en parlant. Puis c'est pas obligé d'être que le jeu. Comme, même si les discussions annexes vont sûrement avoir par rapport au jeu, là, on va pas aller parler des 7 sœurs à Eric juste comme ça. Mais ouais. Si jamais ça intéresse les auditeurs, je n'ai qu'une sœur pour vrai. Elle est déjà mariée, posez-moi pas de questions. Mais c'est ça. Fait que, restez, n'hésitez pas là, si vous voyez que c'est quelque chose qui aussi. Oui, c'est correct d'aider l'adversaire, de dire d'être le plus sportsmanship possible, mais donnez-en pas trop non plus. C'est arrivé souvent que j'ai eu des amis qui ont perdu des parties parce qu'ils laissaient trop de chance sur leur adversaire. L'adversaire reprenait des moves, replaçait sa mini à des endroits qui étaient pas tout à fait la même, perdait du temps, perdait la précision. Puis à la fin, ils se sont dit j'aurais pu gagner si on avait eu un tour de plus, mais mon adversaire est parti pendant 15 minutes aux toilettes, il reprenait ses plays puis tout ça, puis finalement la partie était. Ça laisse un goût amer, mettons, dans la bouche par la suite. Puis... Ouais. Là, ça
Ça mène un bon point. Là t'es plus juste une partie casual un vendredi soir dans ton sous-sol avec un ami. Là, t'es dans un tournoi, tu veux performer, tu veux gagner. Donc, pour certains joueurs, c'est très difficile, surtout si tu joues très casually, quand tu joues juste pour le fun, mais d'arrêter de donner des conseils à ton adversaire. Tu vois ton adversaire qui s'en va pour faire un move qui est pas optimal. Si t'es du genre à dire hey, je ferais peut-être pas ça à ta place, pourquoi tu fais ça, puis tu le questionnes, frappe-toi, pince-toi, je sais pas, mais là c'est le moment de te taire et de laisser faire ton adversaire faire son erreur. Explique-y après la partie. Ouais. Genre là tu dis tu sais by the way moi j'ai vu telle affaire à la prochaine fois si je recommence. Surtout quand t'es sur un niveau différent. Mettons que toi t'es un joueur vétéran puis tu joues contre quelqu'un qui est plus nouveau. Il connaît pas par cœur toutes ses unités puis il connaît encore moins les tiennes. Mais tu sais, cache-lui rien. Dis-y, explique-y, je vais avancer, mettons, avec, je sais pas, ma Ahsoka, à cause qu'elle a Jarkai Mastery, j'ai 2 dodges, je peux les marksmen, je vais t'attaquer. Dis tout ça, puis là, ça vient ça fait un super beau segue avec qu'est-ce que j'allais dire. Hey! Bonjour FX! Bonjour. C'est pas le segue que je voulais faire, mais on va le prendre. Pendant que vous jouez, n'hésitez pas à déclarer vos intentions. Quand vous déplacez. Quand tu mesures quelque chose, tu peux le dire que en ce moment tu mesures pour être à range 2 de telle affaire ou que tu places ta mini à 1,5 du point. Du moins que tu le dis à voix haute, que ton adversaire a dit OK, ben même si tu bumpes la mini, que tant que t'as pas fait de move action ou qu'il n'y a rien qui est bougé, si ma mini était à 1,5 du point à la fin du tour 2, puis qu'elle a juste aim and shoot, puis qu'au tour 3 elle est encore là, elle est encore à 1,5 du point. On est sous le shifting, là, mais on s'entend dans la majorité des cas est à 1,5 du point. Puis si ton adversaire arrive à la fin puis il mesure, puis t'es comme là tu le scores pas, t'es comme non, je le score, là. Je l'ai dit tantôt, je n'ai pas bougé, il n'y a rien qui a bougé. Les choses bougent pendant une partie, là. Tu vas accrocher des affaires, tu vas accrocher du terrain, des POI, n'importe quoi. Il y a rien qui un jeton d'ordre sur quelque chose. Ouais. Ça, c'est important. Ouais. C'est important ce que tu dis là, Jesse, parce que Légion, c'est pas un jeu avec des cases. C'est un jeu où tu mesures des distances de n'importe quel point imaginaire à n'importe quel autre point imaginaire. Ou aléatoire, peu importe comment on veut appeler ça. Fait que chaque millimètre compte. Ou chaque 16e de pouce, là, peu importe ce que vous préférez. Là. Mais, puis, on a tous vu un cas où, OK, je veux t'attaquer à distance de 3. Ah non, tu te rends pas. Mais là, je me rends pas par 2 mm. C'est ça. C'est ça le jeu. Parce que si tu décides, mais ça va être correct, tire pareil. OK? Mais si tu me donnes un jeu de 2 mm, après ça, c'est quoi? C'est 5 mm, c'est 7 mm, c'est. Fait que c'est important, quand on déplace nos choses, de le faire adéquatement, de prendre notre temps, de suivre les règles, de jouer avec intention, comme Jesse dit. Puis oui, si votre adversaire met son template de mouvement, lève sa figurine, commence à la déplacer, s'il peut encore revenir à sa position initiale, ça peut être correct, là, parce que dans le sens qu'il va finir son mouvement éventuellement. Là. Mais s'il l'enlève et qu'il a fini son mouvement, c'est plate, là, mais il s'est commis. Parce que là, tu peux plus garantir si tu veux le ramener à son point de départ, il est où. Puis là, ça va peut-être l'avantager ou le désavantager. Puis personne ne veut éventuellement gagner ou perdre sur on aurait dû mieux faire ça. Non. C'est quelque chose qui est super. On a l'avantage dans un jeu de miniature comme Légion où ce que 95% des informations sont publiques. T'as pas rien de caché, là. La seule chose que t'as de caché, c'est tes cartes de commandement, puis ça dure 30 secondes début sacrant quelle carte que tu vas jouer, puis après ça, c'est révélé. Fait que t'as l'avantage de pouvoir dire à ton adversaire qu'est-ce que tu fais, puis d'avoir rien à cacher. Évidemment, si tu veux essayer de le baiter ou d'avoir les stratégies, tout ça, oui, c'est caché, mais toutes les actions qui sont sur la table sont face visible, tout le monde le connaît. C'est pour ça que je pense que la communauté puis le jeu en tant que tel est super friendly, puis que les gens sont amicaux, puis j'ai rarement vu des gens péter une coche puis partir d'une game de Légion. Dans des jeux de cartes comme Magic, tout ça j'ai vu ça très souvent. Parce que là, c'est des informations cachées,
puis t'as pas le même discours avec ton adversaire. Tu essaies de cacher des informations, tu essaies de plus d'informations que tu connais puis que ton adversaire connaît pas, le plus que tu as de chances de gagner. Mais dans Légion, c'est pas comme ça. Dans Légion, c'est beaucoup. Il faut que tu aies ton plan, il faut que ton plan soit bon, il faut qu'il marche. Puis après ça, les dés vont te dire si c'est cool ou pas. Puis si tes dés sont pas là, ben malheureusement, t'as le meilleur plan du monde. Hein. Si tu blinks tes 16 dés de défense puis que ton adversaire roule 16 dés d'attaque, 16 crits sans rien faire avec ses fleets, qu'est-ce que tu veux? C'était pas ta journée. Ou c'était sa sienne, peu importe. Si je peux rajouter un petit quelque chose, moi j'utilise beaucoup l'intention pour le line of sight. Je trouve que c'est là que c'est. Fait que là, j'ai utilisé, même à Milwaukee, j'ai utilisé, puis il n'y a personne que je jamais. Souvent, je vais déplacer ma miniature et mon intention, c'est que tu ne sois pas capable de la voir à ce moment-là. Fait que là, je laisse le template de mouvement, tout. Et là, moi et mon adversaire, on essaie, lui-même, il m'aide, il dit oh, je pense que tu ne la verras pas. Puis là, après ça, on s'entend pour dire tu la vois pas. Et c'est jamais arrivé, mais c'est comme une façon de, même si finalement il se rendait compte qu'elle voyait un petit peu, mais là, on avait déjà établi qu'on la voyait pas. Fait qu'on met la silhouette, on vérifie les deux ensemble, parfait, on la voyait pas. Je trouve que ça sauve aussi un peu de temps. Oui. Pour ça aussi. N'hésitez pas, si votre adversaire, vous voyez qu'il mesure un range 5 avec un de ses snipers, puis il est au bout de la map, puis là, il a son bâton, puis il regarde, prends l'autre bout du bâton, là, puis mets-là sur ta mini, puis il regarde, puis aide-le. Là. Si vous allez juste tous les deux gagner du temps, puis ça va être plus agréable, plus facile, puis... Ça va dans les deux sens. Si tu l'aides, il va être plus ouvert à vouloir t'aider aussi quand t'auras de la misère à calculer tes affaires. Là. Ouais. Oui, puis en même temps, tu sais, moi je fais ça souvent, mettons, parce que je sais que je peux être plus lent que d'autres à jouer. J'essaie de me donner des trucs pour m'activer un peu. Fait que je vais essayer de faire du mesurage pendant que mon adversaire joue, pour essayer de voir mes scénarios. Fait que là, je mesure ça, puis je le dis souvent à mon adversaire, regarde là, je check des affaires, mais tu me dis je suis dans ton chemin, préoccupe-toi pas de moi. Puis là, je vérifie. Eux, ils peuvent se rendre où? Tu sais, je regarde des affaires. Bon, souvent, si je suis vraiment intéressé à faire une action à droite, mais que je veux pas y dire que je veux vraiment juste faire ça, je vais mesurer plein d'autres petites affaires pour essayer de le leurrer. Là. Tu veux pas donner trop d'informations. Là. C'est comme envoyer tes plans de bataille d'avance dans un courriel non sécurisé. Mais tu sais, ça se dit ça, puis tu peux le faire, puis comme ça, ben, c'est plus facile après. Ouais. L'inverse, c'est vrai aussi pour aller plus vite. Tu peux dire, tu sais, je joue ce bonhomme-là, c'est la première ou la deuxième activation de la partie. Je move, je dodge. Tu sais, je m'en vais là, je dodge, je fais ma cohésion, tu peux commencer ton tour, là, vas-y, ça change rien. Là. Définitivement. Tu peux jouer en même temps que l'adversaire, tant que des choses que tu t'entends. Tu dis ce que tu fais, puis après ça. Ouais, puis au pire, si tu voulais déployer un sniper, puis peut-être avoir un tir, ben là, attends qu'il finisse sa cohésion. Mais si t'as une unité qui. T'es pour jouer une unité qui tire à 2, puis l'autre, il a pas fini sa cohésion dans sa zone de déploiement pendant. Ça accélère le jeu là, d'être capable de jouer pendant que l'autre finit des petites affaires comme ça. Ah oui. Tu sais, d'un côté, ça va peut-être faire un peu un résumé de ce qu'on vient de dire, mais il y a des situations où tu vas dire à ton adversaire OK, tu m'attaques. Là, il lance ses dés. Puis là, tout ce qu'il t'a dit, c'est qu'il activait ses Stormtroopers puis il t'attaquait. Puis là, il roule, là, puis clairement qu'il voulait faire aim shoot. Mais il a juste dit qu'il attaquait. Toi puis moi, là, à moins que ce soit un moment critique, là, tu peux lui dire, ben, tu voulais clairement aimer avant, oui, vas-y, tu sais, fais-le, c'est pas grave. Mais si t'es dans un moment critique où toute la game, vous êtes tous dit vos affaires, que c'est pas carré, c'est correct aussi de faire, ben là, écoute, la game finit là-dessus. Tu t'as dit que tu faisais ça, peut-être que tu avais d'autres plans de bouger après, peu importe, je connais pas ta stratégie, tu joues avec ce que t'as, là. C'est correct aussi, comme Jesse a dit, tu es dans un tournoi. T'sais. Puis moi, je l'ai même déjà fait dans des tournois où au début, je disais à personne hey, je pense que je vais être fin, là, tu as oublié d'utiliser ton aim là, d'exemplaire à côté, que tu m'as même dit plutôt que tu allais faire ça pour ça. Là. Vas-y, prends-le, ça me fait plaisir. Mais je lui dis, par contre, je serais peut-être pas fin de même au 5e tour. Puis c'est correct, là. Ah oui. Parce que, tu sais.
C'est ça. T'as rien à gagner dans les Légion. Même quand tu finis dans les tops mondiales, tu repars au mieux avec une petite médaille. Fait que il y a rien de que ce soit ta première ou ta 27e game, t'es là pour avoir du fun. Exact. Fait que autre chose, messieurs, que pendant les tournois, vous vous souvenez que vous avez vu des choses que soit que vous aimez faire ou que vous avez vu qu'il était super cool que des gens faisaient pendant un tournoi pour être des bons adversaires, ou des choses que vous voulez mentionner qui sont absolument évitées? Alors moi, j'avais un autre point. Si hey, t'as pas eu une bonne partie, ok? Tu t'es fait laver. Jesse, t'as planté 12-0, tour 3, tour 4. Ça peut pas arriver, ça. Celle-là. Mais tu sais, t'as pas une bonne partie. Hey, ça arrive, là. On joue pas tout parfait tout le temps. T'as pas une bonne partie, t'es frustré. T'as le droit d'être frustré contre toi-même. Montre-le pas à ton adversaire, ou même, comme, il peut le sentir là, que t'es frustré, mais serre la main à ton adversaire quand même. Tu dis que c'était une bonne game, puis passe à autre chose. Là. Sors dehors, va marcher un peu, respire, puis rentre après. C'est, comme on dit, on est là pour avoir du fun. Là. C'est normal d'être frustré, c'est un jeu qui reste compétitif. Tu vois, un tournoi, c'est compétitif. Si t'as pas joué au niveau que t'aurais aimé jouer, c'est 100% normal d'être frustré, mais sors pas cette frustration-là sur d'autres personnes. Et du moins, verbalise-le. C'est une émotion qui est valide parce que, comme Jesse disait, puis toi aussi, Marco, quand tu as beau avoir fait ta meilleure game puis d'avoir fait aucune erreur, si tu étais malchanceux, c'est vrai que c'est fâchant, mais c'est hors de ton contrôle. Fait que ton émotion, elle est valide. Fais juste dire à ton adversaire, regarde, c'est pas contre toi, là, je suis fâché. Tantôt, on se rejase. Là, je vais aller ventiler. Ça se dit. Puis, no hard feeling, comme ils disent en anglais. Là. Fait qu'il n'y a pas de problème avec ça. Puis non seulement soyez pas un mauvais perdant, mais s'il vous plaît, surtout, soyez pas des mauvais gagnants. Ça, c'est tellement la pire des choses. Là. Comme surtout si tu joues contre un... Ça m'est arrivé super souvent, une fois par tournoi, surtout au round 1, je joue tout le temps contre le nouveau joueur. Je joue tout le temps contre le joueur que il est en bas de 10 games de Légion dans sa vie. Puis, tu sais, il fait son déploiement, puis là, dépendamment du joueur, des fois, il se dit, j'ai une chance, ou il se dit, tu sais, j'ai perdu dès le début, parce que ses amis l'ont hypé, ils ont fait, t'as été parry contre tel gars, c'est le gars-là, tu vas voir, il va te défoncer, tout ça. Mais, tu sais, quand t'es dans cette situation-là, puis t'es comme, ouais, je suis un bon joueur, je joue contre un nouveau, tu sais, c'est un tournoi, j'ai pas laissé trop de chance, mais j'ai essayé d'y apprendre, tu sais. Pose-lui la question, hey, je vois que t'es nouveau, est-ce que t'aimerais ça que je te dise qu'est-ce que j'aurais fait à ta place? S'il dit non, pousse-les pas, là. Il veut pas, il a le droit, là. Mais s'il dit, ouais, sure, ben, tu peux y parler, tu peux lui dire, lui donner des trucs, puis l'aider, puis la prochaine fois, après ça, il va venir te voir, il va te dire, hey, j'ai gagné ma prochaine partie. Puis let's go, continue. Tu sais, surtout dans les tournois de 3 jours, là, perdre ta première game, tu peux gagner les autres d'après, là. Ouais, définitivement. Puis quand vous avez terminé votre partie, si vous avez terminé plus tôt que la ronde comme telle, c'est bien correct d'aller encourager vos amis, d'aller voir les autres parties qui jouent, observer la qualité de la peinture des gens. Tu sais, c'est un jeu de hobby, c'est le fun. Là. Mais assurez-vous de garder une certaine distance entre vous et les tables de jeu. C'est pas tout le monde qui sont des créatures sociables, puis il y en a que leur bulle est plus grande que d'autres. Fait que respectez ça. Puis si vous allez saluer vos amis qui sont en train de jouer, puis que c'est pas leur tour, ben ça peut être correct de dire « Hey, ça va-tu bien, blu, bon, tu jases vite fait ». Mais assure-toi d'avoir la décence de vérifier que tu ne déranges pas, que tu ne ralentis pas. Puis aussi, ben, si c'est vous qui êtes en train de faire jaser, puis vous attendez que ça revienne à votre tour, ben essayez de garder les yeux sur la game. Et si vous êtes la personne qui joue votre tour, on est tous des adultes, là, essayez quand même de vous affirmer en disant là, je veux faire ça, là, j'ai besoin de toi. Puis la personne elle va dire oui, parfait, go. Puis on laisse faire les amis qui viennent encourager. Parce que maintenant, on a 2h30. Il faut que ça avance. En règle générale, entre nous, là, qu'est-ce qu'on fait quand on va se voir? Mettons, je finis tôt, puis là, je vais aller voir FX qui est en train de jouer. On se fait juste un petit signe de main, un petit thumbs up, thumbs down, comme ça va-tu bien, ça va pas bien, pas pire, c'est serré, tu sais. On s'arrête pas mal juste à ça. On fait un petit eye contact, on veut juste savoir comment l'autre va, mais on n'est pas là pour déranger sa partie non plus. Ouais, exact. J'ai le pire, il y a une fois que je me suis senti littéralement insulté. Mon adversaire, il jouait à un gacha game sur son téléphone en écoutant de la musique, en jouant à sa game de Légion.
Là, je suis là. Voyons donc. Dude. Tu sais, tu peux-tu, s'il te plaît, fermer ton téléphone? Là? Genre. Il jouait pas à Candy Crush, là, mais les jeux où que tu planifies quelque chose, puis tu pèses des pitons, puis en tout cas. Non. Je sais quand même là. Come on, là. Pour ça, ça y prend une note de son médecin pour le justifier. Bref. Après le tournoi, comment. Oh, attends, Oui. après le tournoi, ou aussi à la fin de votre partie, là, surtout si vous savez que votre temps est limité, vous avez fini au temps, tout ça, assurez-vous de ramasser vos affaires pour être prêt pour la prochaine ronde. Toujours important. De pour vous, parce que c'est jamais le fun de se faire dire OK, t'es pairé, go, puis là, le monde s'en vient à ta table, puis tu ramasses tes figurines comme réglez ça, vous irez fumer après, vous irez commander une bière après, peu importe où vous êtes. Là. Puis là, vous êtes prêts, prenez votre pause. Parfait. Puis l'autre petite affaire, là, je sais pas si c'est avant ou pendant. Si c'est un tournoi de 3 parties, puis vous êtes enregistré, essayez, même si vous avez perdu, essayez de pas dropper. Vous pouvez, je comprends qu'il y a des urgences familiales. Je comprends, je me rappelle un des grands clashs, j'avais joué contre, je pense que c'est Frédéric Gagnon. Il était malade comme un chien, mais il avait joué ses 3 games pareil. Puis ça, j'aurais tout à fait compris si lui partait à la maison parce qu'il filait vraiment pas. Il y en a des fois que, si, par exemple, tu vas avoir le bail. Bon, ça c'est moins pire, ça influe. Mais dans un tournoi comme ça, où que c'est souvent le strength of schedule qui va décider le gagnant, il va y avoir plusieurs 3-0. C'est arrivé j'ai quelques mémoires de tournois où des gens n'ont pas pu gagner parce qu'un des adversaires qui ont battu a droppé. Et ça faisait qu'à la fin, peut-être qu'il aurait pu, mais il n'y avait aucune chance qu'ils gagnent, juste à cause que leur adversaire, après la deuxième partie, est parti. Puis à cause que ça allait pas à son goût. Là. Et là, maintenant, ça fait que la personne a fini 3-0, mais son strength of schedule, il est descendu. C'est un système de classement imparfait. T'es dépendant des autres. Là. Mais c'est peut-être une considération, surtout si tu... Un tournoi plus long, je peux comprendre qu'il y en a qui partent après une journée. Ça arrive. Il y en a qui peuvent juste jouer une journée, il y en a d'autres. Mais 3 parties, surtout si on sait qu'il va y avoir des personnes qui vont être à égalité à la fin pour le gagnant. Ça serait plate. C'est plate de perdre ou qu'une personne qui passe proche de gagner, surtout quand c'est une fois la première fois, la deuxième fois peut-être. Là, qui perdent sur une technicalité justement à cause que la personne est juste partie plus tôt. Là. FX, tu viens de donner mon secret, de donner des trucs à mes adversaires pour qu'ils gagnent leur game après puis que je puisse gagner le tournoi. Ouais. Je pourrais plus gagner maintenant. Ouais, mais ça c'est... Le dernier point que je voulais amener, c'était pour le temps. Surtout de notre côté de l'océan, vu qu'on joue pas avec des chess clocks, comme en France, nous, le temps est caché pendant qu'on joue. Je sais que techniquement, je pense qu'il l'est aussi pendant avec les chess clocks, mais au moins vous avez ça pour savoir à peu près combien de temps il reste. Là. On le sait pas vraiment, surtout dans les Grand Tournaments, là, on doit utiliser les règles d'AMG, donc on sait pas on a combien de temps. Un truc, regarde l'heure avant que la partie commence. Dis-toi que tu as à peu près 2h30. Comme ça, tu as une idée quand la fin de la partie va se rapprocher. Comme ça, tu le sais s'il faut peut-être que tu accélères le jeu, si tu vas avoir une chance de gagner ou si tu peux garder le rythme. Jamais de slow play, s'il vous plaît. Essayez pas de jouer le temps. Mais si le rythme est bon, puis tu penses que tu as le temps de finir ta partie, parfait, continue. Mais des fois, tu te dis, on est juste au round 3, on a jasé, il reste juste une demi-heure. Peut-être qu'il faudrait qu'on accélère le jeu. Puis plus tôt tu es capable de réaliser ça, mieux ça va être. C'est jamais le fun de pas finir une partie en 5 tours. C'est toujours vraiment bien plus le fun de finir en 5 tours. Donc, juste garder un œil sur l'heure. Oui, puis d'ailleurs, à titre d'organisateur de tournoi, j'entends souvent ça. Les gens qui m'en parlent, pas qui viennent me voir, mais je l'entends, on m'en parle par après. Les gens qui disent j'aurais peut-être dû demander à un juge, en tout cas dans notre jeu, on appelle ça des consuls, là, c'est le terme officiel d'AMG. Mais j'aurais dû appeler un consul
parce que bon, l'adversaire jouait pas assez vite, ou telle affaire, j'ai laissé passer, puis là j'ai perdu, peut-être à cause de ça. Soyez pas gênés. Ça reste un tournoi. S'il y a des doutes, il y a toujours quelqu'un ou des personnes qui sont identifiées pour être des juges, des arbitres, des consuls, peu importe comment on les appelle. N'hésitez pas à lever la main. Puis c'est rien contre votre adversaire, c'est pas que vous le traitez de menteur, c'est juste regarde, j'ai un doute, j'ai envie de te croire, mais là je suis pas sûr sur ce point de règle-là ou telle affaire. On va régler ça assez vite, là, ou le plus vite possible. Puis je l'ai même dit des fois là, à des joueurs, regarde, si c'est parce que vous allez avoir besoin de plus de temps, parce que ça a pris du temps, il a fallu qu'on vérifie des règles, on va vous donner 2-3 minutes de plus à la fin de la game, là, tout s'arrange. N'hésitez pas. N'hésitez jamais parce que c'est plate d'entendre ça par la suite, de dire ah, j'ai peut-être perdu parce que j'ai laissé passer des affaires, puis la personne a. C'est pas qu'elle a triché, mais elle a abusé de telle affaire, puis c'était pas ça. Ah oui, mais c'est pas le fun, puis moi je peux rien faire après, là, comme organisateur. Et voilà. Soyez pas gênés. C'est jamais le fun. C'est jamais le fun de gagner sur une technicalité. J'ai gagné une fois sur des dice down, puis ça aurait pu changer la partie, puis j'ai gagné, mais j'avais pas le goût. Puis en plus, des fois, c'est insultant. Là, j'avais quasiment le goût de donner la victoire à l'autre gars, disant t'aurais peut-être pu gagner. Ou même avant, quand ça se faisait, quand il y avait des nuls et que c'était la liste qui avait le plus haut, le plus de points qui gagnait automatiquement. Puis que, moi, je savais que mon adversaire le savait pas. Puis que là, je savais que ça s'en allait comme une nulle. Mais là, c'était comme, est-ce que je lui dis? Est-ce que je lui dis pas? Fait que là, j'ai pas dit. Mais là, j'ai gagné, puis il était pas super content. Là. Puis, en tout cas, là, je suis content que ça a été enlevé de la game. Là. Mais ça, c'était... c'est gagner comme ça, c'est des technicalités. Quand ça vient au temps, quand ça vient avec des petites affaires comme ça, c'est pas... C'est une façon de départager, mais c'est pas le fun. Ça enlève le fun du jeu. Là. Exact. Alright. Autre chose pour pendant, avant un tournoi? Est-ce que vous avez parlé Après un tournoi? Est-ce que vous avez parlé de ramasser vas-y. Rapidement? Oui, fait que parfait. Puis même, commencer, une des astuces en tournoi, c'est de ramasser un peu au fur et à mesure. Quand ton unité est morte, tu la ranges dans ta boîte automatiquement. Comme ça va plus vite. Là. Très bon point. J'ai oublié parce que c'est ce que je fais par défaut, même chez nous. Mais oui, très, très surtout bon point. Surtout que la plupart des tournois, tu vas avoir une partie avant le dîner et deux après le dîner, puis tes deux autres parties sont back-to-back. T'as pas beaucoup de temps entre les deux parties, surtout si t'as pris vraiment tout ton temps sur la première. Donc, le plus rapidement t'es capable de ramasser tes affaires, puis plus t'étais prêt à ramasser tes affaires, plus t'es prêt à aller sur ta prochaine table puis jouer. Puis peut-être aussi... Vas-y. Les tables, j'amène quand même souvent mes tables à l'Abyss. Et quand c'est la dernière partie, les gens qui ont emmené leur table, ils veulent les ramasser leur table. Ils veulent, surtout quand c'est tard le soir. Fait que si vous savez que c'est la dernière partie, puis là, comme là, Eric va annoncer les prix ou peu importe, essayez de ramasser le plus vite possible. Parce que la minute que les prix sont donnés, les gens, ils veulent partir. Fait que là, il faut attendre après quelqu'un. Puis, c'est un peu malaisant de dire à quelqu'un, bon, peux-tu ramasser ton stock? Je voudrais ramasser ma table. Fait que ça aussi, peut-être, surtout la dernière partie, là, c'est encore, je pense que c'est plus... C'est comme Nicolas qui amène 4 tables. Lui, c'est long à ramasser. Puis surtout qu'il faut qu'il attende après 2-3 parties ou que les gens ramassent leurs trucs ou ça. Ben, ça fait une belle transition vers qu'est-ce qu'on fait à la fin d'un tournoi. Puis, juste pour faire du pouce, ce que FX vient de dire, même si je saute une étape, là, mais on a la chance, du moins dans notre communauté montréalaise, québécoise, d'avoir plein de gens qui fournissent des décors pour des tournois. C'est ce qui fait que nos événements sont grandioses. Mais ces gens-là, comme FX vient de le dire, on pense à Nico, notre confrère, notre villageois, notre collègue villageois, bref, concitoyen, c'est ça le mot que je cherchais. Bon. Il amène 4, 5, 6 bacs de décors pour monter des tables avec des tapis de jeu. Si vous voyez là, qu'il faut qu'il charrie ça à sa voiture puis que vous avez des mains de libre, juste de l'offrir, dire je peux-tu t'aider à transporter des affaires, de vous tenir la porte, ça va aider. Tous ces gens-là, ces bénévoles-là qui amènent
plein de stocks de la maison qui ont fabriqué, peint, verni, qui leur a coûté de l'argent. Fait que un petit moment de considération, plusieurs le font, puis c'est vraiment apprécié. Donc, un petit rappel là-dessus. Mm-hmm. Soyez gentils avec leur table aussi, là, si jamais vous accrochez une antenne, quelque chose qui casse, cachez-leur pas, là, dites-leur est-ce que j'ai cassé ton antenne. Si on s'entend que les décors derrière moi, là, ils ont toutes des antennes. Là. On n'en voit plus une parce qu'ils ont tous été amenés dans les tournois, puis la majorité, c'est moi qui les ai cassés. C'est correct, ça arrive. Là. Mais cachez-leur pas, là. Soit ils vont le réparer, soit ils vont faire comme moi, puis ils vont faire ben rendu là, il peut pas être plus cassé, puis on va le mettre beau comme ça. Là. Genre. Ouais, exact. Puis donnez-leur du feedback aussi sur leur table. Tu sais, les gens, c'est rare, ils vont jouer sur leur table, mais pas tant que ça. Tu sais, il y a certaines tables que moi, qu'une fois qu'ils sont peinturées, puis on les a assez vues, que maintenant, on fait juste les amener les tournois, puis ça arrive rarement qu'on est sur nos tables à nous. Là. On essaie, en tout cas. Fait que, tu sais, surtout comme la première fois que j'ai amené ma table dans Daywalk, ben, je pense que c'était Nicolas Bergeron qui me dit j'aimerais ça s'il y avait plus de line of sight blockers, s'il y avait plus de scatter, puis là, après ça moi je me fais aller l'imprimante après, puis j'amène plus de stock parce que le but c'est on va avoir des tables le fun qui plaisent à tout le monde. Je sais qu'Éric fait son tour puis qu'il s'assure que ça soit fair puis tout ça, mais en même temps on peut l'aider aussi à avoir des décors intéressants. Puis des fois aussi, quand on monte les tables le matin, on est un peu on rush. On vient d'arriver, on monte notre table, tout le monde dit allô. Fait que des fois, de donner du feedback. Peut-être cette arbre-là, la prochaine fois, peut-être tu le placerais là. Moi, je pense que ça donnerait un autre élément à ta table. Là. Puis la plupart des gens le prennent aucunement comme une critique, mais plus comme c'est une bonne idée. Puis après ça, toujours essayer d'améliorer leur table. Là. Mm-hmm. Mm-hmm. Sinon, après un tournoi, écoutez le juge, écoutez le TO qui va vous dire en remise des prix, applaudissez vos victorieux. Même si c'est la 6e fois qu'il gagne, applaudissez-le quand même. Il a travaillé fort. Non. Mais pas à la 7e. Non. Après 7, c'est correct. Là. On peut le huer. Le huer. C'est correct qu'on peut le huer. Mais oui, effectivement. Puis ça, comme organisateur, ça m'aide beaucoup. Je parle de mon expérience. Quand c'est justement, la journée est bien chargée, on a du fun, on est tous brûlés, on veut partir, mais on veut finir. On veut pas finir sur un on veut que ça soit le fun, on redonne des prix, on a la chance on donne des autocollants en forme de médaille, on a plein de trucs le fun. Ben, ça finit bien, là, sur un petit, on s'applaudit. Mais là, s'il faut que je ramène le monde ou il faut qu'on attende après 3-4 fumeurs ou la personne qui est sur son sel aux toilettes, puis ci, puis ça, comme maintenant, c'est long. Là. Les gens veulent retourner dans leurs affaires. Il y en a qui font de la route aussi, il faut penser à tous ceux qui font des fois 1, 2, 3 heures de voiture pour venir. Fait que c'est une belle considération. Puis après ça, on essaye de faire ça vite, là, mais on donne des prix, tout le monde est content. Puis après ça, main d'applaudissement, puis c'est parfait. Là, bye-bye, il n'y a pas besoin de s'éterniser. Mais c'est un minimum de respect qui est bien apprécié. Yep. 100%. Puis ça, c'est allez dire bye au monde, dites-leur que vous avez eu du fun, dites-leur si vous n'avez pas eu de fun, dites-leur pas. Faites juste partir avec votre frustration chez vous, puis revenez de bonne humeur la prochaine fois. Là. Ça se peut que tu aies eu une mauvaise journée, que tu aies mal aux pieds, que tu aies eu chaud, que tu aies perdu toutes tes games, puis que tu es rendu là. Sois gracieux, éclipse-toi en silence et reviens heureux la prochaine fois. Tu viens de me rappeler un point que j'ai oublié d'amener pendant un tournoi. Profitez de chaque occasion que vous avez pour vous asseoir. Surtout les gens de plus de 25-30 ans, là, c'est à ce moment-là que ça commence à faire mal. Là. Si vous avez l'occasion de vous asseoir, asseyez-vous. Si pendant la partie, l'autre il est en train de passer à son tour, il y a un move vraiment important à faire, puis ça prend du temps de penser. S'il doit aller à droite ou à gauche, asseyez-vous. Vos pieds vont vous remercier, votre dos va vous remercier, vos genoux, tout. Ah oui. Parce que passer 9h, 10h, 11h debout, sans arrêt, surtout sur la plupart des places, c'est des planchers de béton, c'est pas bon. Donc. C'est un bon conseil vu que notre moyenne d'âge est pas mal plus de 35 ans et plus que de moins. Là, fait que... Je sais pas ce que tu veux dire. Ouais.
Ben non, Alright. moi, je pense que ça fait pas mal le tour. Je pense qu'on a couvert plein de bonnes choses. Puis on va sûrement vous en reparler dans les prochains épisodes de choses on se dit que ça vaut la peine, ça peut vous aider. Si vous-même, vous avez des trucs qu'on n'a pas mentionnés, n'hésitez pas à nous le dire. Soit quand vous nous croisez dans une partie, dans un événement, ou écrivez-nous. La section, comme vous l'avez pu le voir, Monsieur Bucaille n'est pas avec nous aujourd'hui. Il y avait d'autres obligations. Fait que malheureusement, on n'entendra pas sa belle voix qui dit je fixe les règles à présent. Ouais, normalement, ça serait là qu'on le ferait. C'est son segment, c'est notre shérif, c'est notre monsieur règle. Donc, en son absence aujourd'hui, il n'y aura pas de section I make the rules now. Je fixe les règles à présent. C'est le Far West, il n'y a plus d'autorité dans la place, on fait ce qu'on veut. Par contre, on va quand même vous donner la réponse à la question qu'il a posée la semaine dernière, parce que sinon, nous-mêmes, on va l'oublier puis vous le saurez jamais. Fait qu'autant vous le dire tout de suite. La question que Nicolas Bucaille a posée la semaine dernière, à la fin de notre dernière balado-diffusion, était comment est-ce qu'on enlève un stand-by à un véhicule? Il y a, de notre connaissance, une façon en ce moment de le faire. Et fixe nous pointe son derrière pour ceux qui n'ont pas l'image. C'est un bon hint. Il faut que tu sois bien placé. Il faut que tu sois rebelle. Il faut que tu aies une unité spéciale dans ta liste. Le T-47, donc le speeder, le air speeder T-47, il y a un arme qui coûte 0 points, si je ne me trompe pas, le harpon, qui permet de tirer par en arrière et qui fait faire un pivot à l'unité à laquelle tu touches. On s'entend qu'il faut toucher aussi. Faut tu faire du dégât avec? Faut que tu fasses du dégât. C'est ça, faut que tu fasses du dégât avec. C'est assez compliqué à faire. Faut que tu sois bien... en tout cas, il y a beaucoup de choses. Faut que les étoiles s'enlignent. Mais si tu réussis, tu vas faire un pivot qui est un mouvement. Et faire un mouvement enlève un stand-by. Yep. Et tu donnes un immobilize maintenant aussi, hein, je pense. Maintenant, ça... En plus, maintenant, tu donnes un immobilize. Ouais. Ce qui était... Fait que c'est ça. T'sais, il faut que tu sois. Il faut que tu fasses ton compulsory à la fin de ton mouvement. Parce que si tu le fais au début, ton adversaire peut prendre son stand-by. Il faut pas que tu ailles de aim. Il faut pas que tu fasses l'action de prendre un aim. Parce que là, il peut prendre son stand-by. Il faut que tu fasses je te tire dessus. Puis que tu lui fasses une blessure. Il faut qu'il se réussisse à pas sauver. Puis là, tu peux le faire tourner. Donc c'est beaucoup de si. Yes. Ouais. Pour pas grand-chose. Ça t'évite un tir de AT-ST avec Impact 4 sur ton Airspeeder qui a 7 points de vie qui sauve en blanc. Je vais le prendre là. Et voilà, c'était la réponse à la question mystère. Puis, parlant de AT-ST, maintenant on est rendu à la section Pimp My List, où on va parler des listes qui nous ont été soumises. On en a eu 4. On va en étudier, on va en présenter 3. Puis on va parler de la 4e de pourquoi est-ce que c'est. Parce que moi, j'ai décidé de pas en parler. Après ça, si mes coureurs veulent en parler, ils pourront en parler s'ils veulent. Mais moi, j'ai pas fait la 4e. Parce que je suis pas bon à faire des listes. Je vous laisse vous débrouiller avec ça, puis moi, je commente. Yes. Fait que je vais vous partager mon écran encore, comme la dernière fois. Le bon écran. Donc, la première liste qu'on a ici, c'est une liste d'empire. Où ce que notre auditeur nous a dit il voulait garder les Veers avec des TST puis Gideon avec des Dark Troopers dans la même liste. Fait que pour nos auditeurs qui voient pas nos écrans, la liste qui nous a été soumise, c'est General Veers tout nu, Moff Gideon avec Inspiring Presence, donc qui lui permet d'avoir la bulle de courage à 4, Environmental Gear puis le Dark Saber, un Stormtrooper tout nu, 3 Snowtroopers avec des T7 Ion Snowtrooper, donc la Ion Gun. 2 AT-ST qui sont montés identiques avec le Imperial Hammer Elite Pilot qui donne les surges en attaque. Le Twin Light Blaster qui rajoute un Rainbow, un de chaque couleur à range 3. Et puis le Link Targeting Array qui donne un aim quand tu reçois un ordre.
puis une équipe de Dark Trooper avec tous les upgrades possibles. Il y a le programme Loyalty, l'épée, le Myrtleizer, le XS Assault Cannon qui est le 4 noir Critical 1 qui coûte 55 points que tout le monde prend sur le Dark Trooper, puis un Dark Trooper de plus. Après ça, les cartes de commandement, c'est tel quel. C'est Die at My End, Maximum Firepower, Pin Down, You Have Something I Want, Moment of Consideration, Assault. Il a sélectionné comme mission Mark Target, Sweep and Clear, Destroy Enemy Base, Advance Intel, Cunning Déploiement, Ordonnance, Recover the Research, Breakthrough, Close the Pocket. Fait que c'était la liste de notre auditeur que j'ai oublié son nom. Je pense que c'était Olivier. Je pense que c'était Olivier. On va le On va trouver le parce retrouver, que je l'avais. c'est important. Oui, c'est Olivier qui nous a envoyé ça. C'est ça. Fait que ça, c'est la liste d'Olivier. Fait que, Olivier, moi, ce que je te propose, c'est une légère modification. Wow. Tout flash. Ah, voilà. Ma suggestion à moi, c'est de changer un ATST par un Dark Trooper. Notamment parce que le Dark Trooper va te donner plus d'activation. Il coûte moins cher. Puis, il est quand même pas. D'après moi, il est plus résistant que le ATST. Avec la liste que je propose à Olivier, c'est General Veers avec Improvised Order, Moff Gideon avec le Darksaber, rajouter Agent Kallus avec Strict Order puis des Emergency Stim. Strict Order parce que ça donne c'est une bonne façon de gérer la suppression avec son Direct Core. Ça fait ensemble. Emergency Stim parce que sinon il meurt puis il n'y a pas le temps de interroger les gens. Prendre des Iron Snowtroopers, mais juste 2 fois. Tu leur donnes Targeting Scope parce que j'avais 8 points qui traînaient, puis c'est cool d'avoir des Snowtroopers qui ont Precise. Un Stormtrooper tout nu. Un Scout Trooper tout nu avec Emergency Transponder parce qu'encore une fois, j'avais 4 points de trop, puis avoir un aim de plus sur ces gars-là, ça fait fort. Un ATST avec General Weiss parce que c'est spicy. Spicy. Épicé, on a dit. Épicé. Ouais, c'est ça, épicé. Les Twin... Puis toutes les guns que tu peux avoir dessus. Donc les Twin Blaster, le mortier, le grenade, puis un Link Targeting Array. Pourquoi Weiss? C'est parce que qu'il est maintenant, bon. maintenant, c'est plus une action. Il n'y a plus besoin de faire une free action pour gagner Arsenal 4. C'est juste Arsenal 4. Puis Moff Gideon a une carte qui donne des stand-by. Fait que là, tu peux, sur ton stand-by, tirer, évidemment, juste sur la personne qui a déclenché le stand-by, mais potentiellement avec toutes tes guns. Puis pour la suppression, de pouvoir tirer sur 4 cibles différentes, c'est très très bon pour donner 5 de suppression en plein d'affaires si tu joues la mission de suppression. Puis finalement, la liste 2 Imperial Dark Trooper avec le canon, puis le programme Loyalty qui leur donne Retinue Commander, pour un total de 10 activations, mais en fait 12. Donc, potentiellement, vu que la majorité des listes sont autour de 12, tu vas peut-être même avoir un pass token, puis tu vas pouvoir jouer 1 à 2 fois après l'adversaire. Ça, c'était ma recommandation. Avec, évidemment, prendre les cartes de Kallus, les 3 cartes de Kallus, les 3 cartes, 2 des cartes de Gideon, c'est à 1 pip, c'est à 2 pip. Non, les 3 cartes de Gideon, les 3 cartes de Kallus. Aucune carte de Veers, parce que son bombardement est pas très bon. Donner Art Maneuver, c'est correct. Les 2 autres 2 pips sont juste meilleurs. Puis il n'y a rien à recover dans la liste. Fait que Imperial Discipline ne fait pas grand chose. Puis j'ai changé un peu l'émission. J'ai mis Shifting Priorité, Intercept Signal, Close the Pocket. Pourquoi? Parce que Intercept Signal, tu peux téléporter un Dark Trooper à côté de la backline de ton adversaire avec Gideon. Puis il va pouvoir le contester. C'est cool. Shifting puis Close, les Dark Troopers, ils font 4 moves de speed 1 du bord de la map vers le milieu, ils vont se rendre pile à contester un objectif qui est en ligne droite. Fait qu'ils peuvent au moins faire les 2 points de Close the Pocket puis les 2 points de Shifting. Puis tu peux toujours téléporter un Dark Trooper au milieu pour Close the Pocket aussi si tu en as besoin. Même chose du Recon Mission. Ben,
T'as plein de choses qui veulent être proches. Tu peux le mettre sur l'AT&T. L'AT&T est gros, il va avoir plein d'affaires. On en a parlé dans notre dernier podcast, un peu avec le Snail Tank. Ou tu peux le donner à Gideon, que le Darksaber, ou à Calus. T'as l'embarras du choix de qu'est-ce que tu veux le donner. Surface Scan, parce que je l'aime bien, honnêtement. Tu le mets soit sur les scouts, puis là, t'as une unité de 50 points qui chill dans son coin, puis qui fait un point. Puis tu mets l'autre sur les Storms, qui ont rien d'autre à faire que de rester en vie. Puis Sweep and Clear, parce que rendu là, tu peux tuer les gens, puis c'est bien, tuer les gens. Notez que j'ai pas mis la suppression, parce que t'as pas d'Inspire même si j'ai dit que tu pouvais être bon pour la jouer avec Weiss, c'est juste si t'es pogné à la jouer, au moins tu vas pas être désavantagé. Puis Addon Sentinel, Cunning Deployment puis Strafing Run. Et j'ai mis Strafing Run parce que ça met plus de suppression que Ordonnance, puis que le AT&T a déjà justement Impact 4. Fait que tu devrais pas trop avoir de besoin avec les deux Iron Gun, avec Moff Gideon qui surge, qui a un impact sur son Darksaber. Je sais pas dire qu'il surge en crit, mais c'est pas vrai. C'est vrai? Non. Ouais. Oh, il surge en crit, c'est ça. Oh, oui, surge en crit. Les deux commandants surgent en crit dans cette liste-là. Bon, c'est ça. Fait que t'as beaucoup de sources d'impact. T'as beaucoup de sources de crit. Fait que tu devrais être capable de gérer un véhicule. Tu devrais pas avoir besoin d'ordonnance. Puis de toute façon, ordonnance, tu vas tuer tes Dark Troopers puis tes AT&T si tu le places mal. Fait que... Ouais, quand tu joues une liste avec beaucoup de véhicules, beaucoup d'armure, ordonnance devient souvent tu tires plus souvent dans le pied qu'autre chose avec ordonnance. Mm-hmm. Et Jesse, dis-moi, pour la mission secondaire, là, moi j'avais plus pensé remplacer Sweep and Clear par Mark Target, dans la mesure où je trouve que cette liste-là n'a pas beaucoup de flexibilité pour se rendre dans la zone de ton adversaire pour faire les points. Ta seule bonne option, même si elle est excellente, c'est de téléporter, mettons, un Dark Trooper. Mm-hmm. Ça, c'est bien. Je dis pas le contraire, mais c'est vraiment, je pense, ta seule option. Est-ce que, tant qu'à vouloir tuer des choses, Olivier serait pas mieux avec Mark Target à ce moment-là? Potentiellement. Honnêtement, Mark Target, je le trouve tout le temps plus restrictif que Sweep and Clear. Parce que le joueur bleu va choisir en premier, puis le joueur rouge va choisir après. Fait que si t'es joueur bleu, puis que tu fais tous les 4 choix dès le début, puis que c'était ton Mark Target, parce que par défaut, t'as plus de chances d'avoir des choses si t'es joueur bleu, parce qu'il faut que l'autre il le veto. Les chances sont pas énormes, là, mais je préfère voir les émissions comme quoi je vais être joueur bleu si c'est moi qui les amène. Puis je trouve que Mark Target est meilleur si t'es joueur rouge. Puis aussi, je veux pas que mon adversaire aille le mettre sur justement mes petites choses, parce qu'il peut les tuer, il peut courir après, puis il va le mettre sur Calus ou sur mon Stormtrooper tout nu, puis là je vais trouver le cacher. En tout cas, je préfère, c'est une question de préférence, mais oui, t'as raison, Eric. Mark Target pourrait être bien à la place de Sweep and Clear, parce que t'as pas, le AT&T peut aller dans la zone de l'adversaire, il va vite, il est gros, il va vite. Surtout avec Veers. Ouais, Veers, tu peux le guidance par en avant, mais tu peux le guidance le stand-by à la place, que je préfère personnellement, mais c'est pas tout le temps utile non plus. Fait que guidance c'est un move, tu peux aller dans la zone de ton adversaire sans trop de coups. Les scouts, tu peux les sneaker pendant 2 tours, qui coûtent assez pas cher que si t'es fait rien faire pendant 2 tours, puis qu'au 3e tour, t'arrives à aller tuer quelqu'un dans la zone de ton adversaire. Ils vont avoir volé c'est les meilleurs 52 points que tu vas avoir investi de ta vie, là. Mais c'est vrai que t'as pas de Bounty Hunter, t'as pas de Speeder, t'as pas de Jedi. Fait que ça peut être plus difficile. T'as un Bounty Hunter, t'as Calus. Oui, mais il y a pas de Jetpack. C'est pas les Bounty Hunter classiques qu'on connaît. C'est ça. C'est pas Din, c'est pas Boba. Fait que... à voir. Intéressant. Les Darks sans le Immortalizer, je suis 100% d'accord. Je trouve que ça coûte cher pour avoir une mini de plus, que tu vas très rarement utiliser son heavy en mêlée. Yep. Très rarement. Pratiquement jamais. J'ai jamais utilisé le Immortalizer. Je l'ai amené une couple de fois. Personnellement, je l'ai jamais utilisé. Ben, c'est quand je m'amusais à regarder qu'est-ce que je pourrais suggérer à Olivier de mon côté, je m'étais dit, ben là, tant qu'à payer cher pour une unité d'Imperial Trooper, je vais enlever le Immortalizer, je vais mettre l'autre heavy. L'autre heavy est quand même plus cher.
Fait que si tu veux faire une unité qui a le maximum de figurines, ben, pour la survivabilité, puis un dénoir d'attaque de plus à distance, tout ça, tu as une option. C'est 36 points, mais c'est ça, c'est dispendieux. Non, Ça fait cher pour 2 points de vie et un seul dé noir d'attaque. Ouais. Le Rocket Launcher, le Frag Launcher, il est 9 points de plus. Je pense que dans la liste d'Olivier, parce que je propose quand même qu'il change un ATST par un Dark Trooper. Ça se peut qu'il n'y ait pas une deuxième unité de Dark Trooper. Ça se peut qu'il n'y ait pas Calus. Si t'as pas Calus, va l'acheter. Il est tellement bon. Il est tellement bon. Mais s'il y a juste une unité de Dark Trooper, d'avoir la grosse unité rendue là, mais le frag enlève. Tu peux enlever 9 points dans la liste, là, c'est pas la fin du monde. Tu enlèves Inspiring Presence, parce que t'as pas besoin de ça sur Moff Gideon. Il y a pas d'unité dans la liste qui ont. Inspiring Presence, personnellement, je le mets juste sur Padmé, sur Jyn ou sur Vader, commandant Vader. C'est les seules unités que je vois qui pourraient bénéficier d'une bulle de courage à 4. Commandant Vader, parce que Infini Courage à 4, c'est super cool. Jyn puis Padmé, c'est parce que c'est des courage 3 operatifs qui ont accès à un command slot dans des factions qui n'ont pas énormément de cheap courage 3 unités. C'est ça. Ouais. Puis si jamais, moi, mon seul commentaire que je rajouterais pour Olivier, c'est que si jamais ça lui tente pas d'acheter Calus ou il le trouve pas, ou qu'il voulait vraiment juste garder les mêmes unités, moi, je lui suggérerais d'enlever juste un de ses ions troopers, de remplacer par un flamethrower pour avoir un peu plus de versatilité. Puis, en enlevant le Myrtleizer, ça te donne aussi des options pour pimper ici à gauche, à droite, tes différentes améliorations. Il y a une manière de synergiser un petit peu plus tes personnages. Puis moi, je trouve qu'un flamethrower dans n'importe quel tournoi, ça vaut la peine parce qu'il y a tout le temps plein d'unités avec plusieurs figurines, puis c'est bon d'avoir une solution pour des Ewoks. Puis, même si c'est pas des Ewoks, c'est juste une unité de 5 clones. C'est 5 dés. Là. C'est ça. C'est pas négligeable. Oui, exact. Puis là, les Sleeper Cells sont bien populaires, sont 6. Les B1, t'as ci, t'as ça. Ouais. Je comptais pas le petit robot, mais oui. Dans la liste initiale, l'autre chose que je voudrais pointer, c'est que Recover the Research, je trouve que c'est une erreur. D'avoir ça dans les objectifs. Tu te dis, oui, peut-être que c'est des unités qui peuvent jouer les uns un peu plus loin des autres sans problème, mais t'as juste 9 activations. Ben, 10, mais t'as 9 unités. T'as besoin de toucher 4 points à chaque tour. Dès que tu commences à perdre des unités, ça commence à être très difficile d'aller toucher 4 points. Ah oui. Puis tes Dark Troopers, il faut qu'ils restent proches de Gideon pour bénéficier de programmes puis de retinue, entourage. Viz va être proche d'un ATST, peut-être les deux si tu veux avoir des options de guidance. Surtout si dans les modifications, mettons que tu enlèves le Myrtleizer, tu mets des trous binoculaires à Veers, mais là Veers te donne un aim qui en donne un à chaque ATST, mais il veut rester proche en tout cas. Moi ce que je recommande c'est d'aller à 10 activations, 12 avec les Dark Troopers. T'es plus flexible, t'as des unités qui sont tout aussi résistantes, mais tu peux t'adapter à plus de missions. Là. Parce que Recover the Research, je pense que c'est tu vas avoir la difficulté de toute ta vie à passer au travers. Au même titre, Bunker Assault, t'as pas d'opératif, t'as pas de Special Force, t'as 2 commandants, dont juste un qui est capable d'aller un bunker. Tu vas pas être capable de faire le 3 points supplémentaires parce que tu casses un bunker probablement. Fait que c'est ça. C'était la liste de Olivier. Ensuite de ça, on a une liste. On a des listes de clones, là, parce que c'est à la mode. Est-ce qu'on y va avec la liste de GP pour commencer, puis on finit avec Rémi pour son tournoi? Ouais. Ouais. Ça c'était GP ou. Ouais, c'est ça. Ça c'était GP. Donc, on a une liste de clones avec 10 activations. Avec Clone Commander Cody avec un Portable Scanner, un Clone Commander tout nu, la Bad Batch avec les 0 upgrades qu'ils peuvent avoir, un Clone Trooper Infanterie avec 5,
un clone trooper infanterie avec Ahsoka puis le shotgun, donc le DP-23 qui tire 2 rouges avec Pierce 1. Un clone trooper infanterie avec Boyle qui donne Scout 1 puis Gardien 1. 3 Arc Troopers tout nus, puis un TX-130 Saber Tank avec le vétéran clone pilot, donc pendant un instance, soit l'attaque, soit de défense, t'es un vieux clone, t'as accès à tous les jetons de l'unité de clone que tu choisis à range 1 de toi. Le canon avec Beam 2 qui tire 2 rouges à range 4. Le Link Targeting Array pour avoir des aims parce que Cody existe. Puis Armor Piercing Shell pour plus d'impact. Fait que on a aussi on a les cartes de Cody évidemment, puis les cartes génériques de clone plus Ambush. C'est assez standard, la carte de Bad Batch. On a Surface Scan, Sweep and Clear, Destroy Enemy Base, Advance Intel, Ordnance, Cunning Deployment, Bunker Assault, Close the Pocket, Intercept Signal. Si on revient, moi, ce que je proposais à la place... Pour le fun, avant que tu te lances dans ta... Moi, j'ai voulu faire une analyse puis suggérer des choses à JP. Puis honnêtement, là, je l'aime beaucoup, sa liste. J'ai hâte de voir ce que tu vas suggérer parce que je regardais ça puis j'étais comme ça, c'est mon genre de liste que je jouerais si je jouerais juste des clones. Je vois tout ce qu'il a voulu faire. Je vois de la cohésion. Je vois... C'est une liste de quelqu'un qui veut attaquer, qui va être en face de l'autre. Moi, j'aime bien. Oui, c'est honnêtement, de toutes les listes qu'on m'a soumises, c'est celle que j'étais comme c'est jouable. C'est pas... Je joue pas clone. Mon opinion vaut absolument rien ici, mais Fives à 40 points. Ouais, je trouve ça cher. C'est Fives. Ça dépend dans quoi. Il est intéressant qu'il donne charge. Donner charge, c'est vraiment bon. Un des défauts de cette liste-là, justement, il n'y a pas le shotgun sur 5. Fait que tu payes ton unité de 96 points, mais t'as pas le shotgun qui donne 2 rouges piercers sur ton melee. Mm-hmm. Fait que ça, c'est... Tu vas nous annoncer dans un instant que tu as échangé le DP23 d'unité? Non, parce que le DP23 sur Ahsoka, c'est Pierce 2. C'est super bon. Ouais. Pierce 2 sur une unité ou Pierce 1 sur 2 unités. En fait, j'ai fait pire que ça. J'ai enlevé 5, puis j'ai enlevé Ahsoka de la squad. J'y étais avec, pour nos auditeurs qui ne voient pas mon écran en ce moment, j'ai gardé Clone Commander Cody, mais j'ai enlevé le Portable Scanner pour lui mettre Improvise Order. J'ai mis Ahsoka en tant que général à la place que dans la squad, avec Improvise Order, Offensive Push puis Force Barrière. Je suis encore pas super sûr de Force Barrière sur Ahsoka, mais de l'avoir, comme on en a parlé la semaine dernière, avoir ta Force Barrière untapée à tous les tours, au début du tour, c'est vraiment bon, je pense. La Bad Batch, encore une fois, avec leur 0 upgrade. 2 Clone Troopers avec le shotgun. Boyle, 3 Arc, puis un tank avec un peu moins d'upgrade. C'est la même quantité d'activation, c'est minime comme changement. Je sais juste que le Clone Commander, je suis pas le plus grand. Il est sur papier, je trouve que la promesse qu'il te donne de pouvoir donner une surge à ton tank pour le rendre meilleur en défense, de pouvoir donner une surge à Cody qui en a pas par lui-même ou à tes arcs, c'est cool. La squad d'Ahsoka, avec Ahsoka dans la squad, c'est bon aussi. Si toute ta squad est morte puis qu'il te reste juste ton heavy puis Ahsoka, tu fais un sabre laser de B1, tu fais 2 noirs, 2 rouges, 2 blancs, Pierce 2 au melee avec indépendant dodge, c'est bon aussi. Mais je trouvais que avec juste Commander Cody puis les cartes génériques, t'as un gros flow au niveau des cartes de commandement. T'sais, les cartes sont pas excellentes. Puis t'es lock dans ton style de jeu de je vais te tirer dessus puis je vais te charger. Là, avec le changement que je propose, t'as plus d'accès à la versatilité. Ahsoka peut soit protéger ton équipe de troopers avec barrière puis sa carte qui donne gardien 3 pendant un tour, ou elle peut aller vraiment vite par en avant puis tirer sur puis tuer des choses au mêlée.
avec tes arcs puis tes shotguns. Cody et le tank, ils vont rester ensemble, c'est cool. Ils vont bien faire leurs choses. Le portable scanner sur Cody, encore une fois, sur papier, je trouve ça cool. De pouvoir donner 2 dodge avec take cover, c'est nice. J'ai le même problème avec le clone qu'avec Cody, avec le clone commander qu'avec Cody. C'est time sensitive, ça te prend une activation. Il faut que tu le joues, il faut que tu fasses cette action-là. Puis je trouve que en tout cas, les parties que j'ai jouées personnellement, ils sont super fast-paced au moment que c'est important. Fait que t'as beau avoir un Kalani qui donne 4 jetons en une action, des fois t'as pas le temps d'activer ton Kalani. Fait que c'est ça, c'est le changement que je propose. Je propose aussi des changements aux missions. Surtout aux missions secondaires, en fait. Je rajoute Recon Mission à la place de Surface Scan. Parce que, encore une fois, pour la République, Surface Scan, je pense que c'est vraiment pas une bonne mission. Parce que toutes tes unités sont pertinentes, ils veulent faire quelque chose. Fait que je préfère la Recon Mission soit sur la Bad Batch, sur Ahsoka ou sur le tank. C'est ça. Honnêtement, j'ai dit que j'avais changé les missions, mais les primaries sont restés pareils. À force de me répéter, je vois des clones, j'ai envie de vomir. Donc, Non, puis moi j'aime beaucoup ta suggestion d'Ahsoka pour le fait que ça te rajoute des cartes de commandement puis d'autres options de jeu. Comme tu dis, je pense que c'est le meilleur point vendeur. Puis ce qui est intéressant, c'est que c'est une figurine, c'est une unité qui va fitter quand même avec le style de jeu, je pense, du joueur qui va être un petit peu plus agressif, un peu plus rentre dedans. Parce que là tu lui as. Elle va aider ses amis à avancer, à survivre. Elle a des cartes pour ça, puis elle va tellement vite. Là. Mm-hmm. Il y avait dans la liste de base Destroy Enemy Base comme secondary mission, mais sans Ahsoka. Avec Ahsoka comme commandante, c'est encore plus facile. Jump 2, Speed 3, la base elle va exploser autour d'eux. Peut-être 3. Là. Mais, on l'a parlé la semaine dernière, Ahsoka c'est sûrement la meilleure Jedi pas capable de faire Destroy Enemy Base. Je pense que c'est la meilleure unité du jeu pour faire ça. Parfait, ça. Puis je tiens à pointer aussi, même dans la liste originale, il n'y avait pas apporté la 2 pip à Cody Have I Ever Let You Down, qui fait que quand il y a une unité qui donne des ordres, l'unité à qui tu donnes un ordre, si elle se prend des dégâts ou que Cody se prend des dégâts, Cody peut tirer. Mais il y avait Boyle dans les 2 listes. Ouais. Fait que amène-la, puis tue Boyle. Puis à chaque fois que Boyle va mourir, Cody va tirer. Puis c'est super bon. Le combo était venu dans la boîte d'extension. Là. C'était quasiment télégraphié là, quand on achetait la boîte. C'est ça. Puis la dernière liste, où est-ce qu'on en avait eu 2. Notre ami Rémi nous a suggéré la liste qu'on a ici avec Obi-Wan, avec Force Barrière, Force Réflexe, Vigilance, Anakin avec Saber Throw, Force Push, puis Into the Fray, 3 clones troopers tout nus, un arc avec le sniper, puis des Precision Scope, un arc avec le clone commander, puis Into the Fray, 2 ATRT avec le laser, puis une plateforme de missiles avec des Twin Missile Pods. On n'avait pas les missions dans l'image que moi j'ai reçue en tout cas. Puis l'autre liste qu'on nous avait suggérée, j'ai pas l'image parce que j'ai oublié de télécharger. C'est une liste de Wookiee Defender avec 2 Wookiees tout nus dans la liste. Puis un Chewbacca. Je vais pouvoir la rajouter en post au pire. C'était Yoda, des Wookiees, 2 Wookiees Warrior, puis Chewbacca, mais les Wookiee Warrior n'avaient pas d'upgrade parce que le producteur Rémi nous a dit qu'il y avait seulement 7 mini de Wookiee. Fait que rendu là, je joue pas la Battle Force, c'est une liste de Wookiee Defender. Si t'as juste 2 Wookiees qui peuvent bénéficier justement du mouvement gratuit comme qu'on en a parlé au début, j'irais pas dans la Battle Force. Là. Surtout qu'on en a parlé au début de l'épisode, ils ont été fixés. Là. Tu peux mettre des boucliers sur eux, puis ça vaut la peine maintenant. Là.
Mais tu sais, si tu possèdes seulement 7 modèles de Wookiee, c'est malheureux, mais. Est-ce qu'on va essayer de jouer Bright Tree avec 7 Ewoks? C'est pas assez. Exact. Puis pour. Voyons, je vais le dire. Il peut s'amuser à faire des listes qui ne sont pas Wookiee Defender en utilisant une unité de Wookiee parce qu'il y a ça, puis là, il peut s'amuser à faire plein de choses. Et une chose importante, c'est que dans sa liste, il avait mis un groupe de. J'aime ça en français, c'est des soldats CRA. C'est de CRA. Ouais, des CRA. Nous, c'est des arcs en anglais, mais il avait mis un strike team, mais on n'a pas le droit dans la Battle Force. Fait que, juste un rappel pour lui là, de faire attention, là, parce que malheureusement, on ne peut pas faire ça là-dedans. Mais dans une liste normale, il pourrait. Fait que moi, ce que je suggère, c'est d'y aller avec l'idée d'avoir Obi-Wan et Anakin pour ton tournoi à la fin du mois. Puis, la liste que je te propose... Eric, toi, t'avais-tu des suggestions de base avant que je... T'avais pas travaillé sur celle-là? Alright. Fait que moi, tant qu'à avoir 2 Jedi, mais beaucoup d'upgrades sur tes Jedi. C'est une liste à 10 activations encore. Sauf que là, c'est Anakin avec Burst of Speed, Force Push, Into the Fray, Tenacity, pour que ton Anakin aille en avant, facile bien fort, bien vite. Obi-Wan avec Force Push, Force Reflex, Improvise Order, puis Into the Fray. Into the Fray sur les Jedi, c'est essentiel. Ils vont mourir au mêlée sinon, parce que des Mandaloriens sont meilleurs que d'autres au mêlée. Fait que, bon argument. T'as besoin de Surge, il faut que tu survives. Si t'es pour avoir une liste qui est concentrée sur 2 Jedi, 2 Force Push, ça va faire toute la différence à la fin. C'est essentiellement, tu payes 40 points pour que tes Jedi valent 2 sur le point de victoire à la fin. Fait que c'est bon. Au lieu d'avoir des clone troopers tout nus, mais moi j'ai dit mets en 3. Mets en 3 puis mets-leur des shotguns. Parce que Obi-Wan va pouvoir les protéger en même temps qu'ils avancent. Au minimum, ils vont avoir Pierce. S'ils sont pognés au mêlée, ils vont pouvoir faire mal. 3 arcs tout nus. Honnêtement, les arcs tout nus à 64 points. Si tu rajoutes le clone commandant, ils sont 94 points pour un modèle de plus, Reliable puis Inspire. Je suis pas sûr que s'ils valent le 94 points. Fight me on this. Puis 2 ATRT avec le laser cannon, parce que tu les avais. Essentiellement, tu drops la plateforme pour une team d'arc de plus, t'enlèves les upgrades pour mettre des force push. Puis c'est une liste qui va être difficile. C'est une liste qui est facile à faire parce que t'as pas une tonne de modèles. T'sais, avec 2 boîtes de Arc Trooper, t'as tes 12 modèles parce qu'il y a Echo puis 5 dedans. Il n'y aura pas de problème à avoir les modèles pour ça. Les ATRT venaient dans la boîte de base, les clones aussi, Obi-Wan aussi, puis t'as Anakin. Fait que t'as 4 boîtes, puis t'as cette liste-là. Mais comme toutes les listes de tout ce que t'as, j'appelle ça des listes qui sont top heavy, t'as plus que la moitié de tes points de ta liste qui sont dans tes Jedi. Si tes Jedi meurent, ta game est finie. Fait que c'est une liste qui va pas donner le droit à l'erreur, mais qui est très jouable. Je me verrais amener ça dans un tournoi et être capable de gagner une game, ou 3 games même. Mais si tu fais une erreur puis que ton Jedi il meurt au mauvais moment, si Obi-Wan il meurt au tour 4 parce qu'il a sauvé Anakin toute la game, c'est bien correct. Là. Mais s'il meurt au tour 1 parce qu'il s'est fait tirer dessus par un AAT séparatiste qui a la vélocité, qui a enlevé son deflect puis qui l'a tué. Puis, vas-y, Eric. Je veux juste dire que ce qui est intéressant d'avoir un Anakin bien équipé puis des arcs tout nus avec des clone trooper shotgun, c'est que comme tu es vraiment agressif, que tu vas dans l'action avec ton Jedi, tu as plus de chances d'être capable d'activer ton Tempted sur Anakin parce qu'il y a des amis qui vont être
relativement proche, peut-être des attaquants, qui vont mourir parce que des arcs qui ont juste 4 points de vie, ça meurt plus vite, il n'y a pas de médic. Ben, c'est pas grave, tu veux être capable d'activer ton Tempted à des moments clés puis de faire encore plus mal avec ta brute qui lance des rouges avec Pierce 3. Puis... Même une version qui pourrait être jouable, c'est d'enlever les shotguns puis de mettre 4 clones tout nus pour qu'ils se fassent tuer. Pour qu'Anakin puisse attaquer plus souvent. Puis avoir une activation de plus. T'as une activation de plus, puis ben si il tue tes gars, toi tu tues les siens avec Tempted. Personnellement, c'est pas mon style de jeu. J'aime mieux que mes activations soient au minimum capables de faire quelque chose. Mais c'est ça. Avec les missions que j'ai proposées aussi, évidemment, t'amènes toutes les cartes de commandement d'Anakin et d'Obi-Wan. S'il y en a un qui meurt, tu perds la moitié de tes cartes. Le but de la liste, c'est qu'il meurt pas. Fait qu'arrange-toi qu'il meurt pas. L'émission, c'est Close the Pocket, parce que tu peux envoyer juste Anakin et Obi-Wan puis faire le milieu à tous les tours, presque. Parce que, à moins qu'il t'envoie 3 véhicules, tu vois, des gros véhicules, parce que si c'est les droïdes DK, on s'entend que tes Jedi vont les tuer d'un seul coup, puis ce sera pas un problème. Mais à moins que t'envoies 3 gros véhicules, tu vas être capable, avec tes 2 unités qui valent pour 4, de faire le milieu. Breakthrough, parce que si tu commences proche, tu peux burst speed. Si ton adversaire a été agressif envers toi à la fin du tour, tu peux utiliser Anakin, surtout si tu as prepared position, tu peux burst speed puis déjà aller au tour 1, attaquer ses affaires. Tu peux envoyer Obi-Wan au début du tour 2 après ça, puis tu vas gagner ton bunker. Tu vas gagner ta base. Puis le troisième, c'est Bunker Assault parce que tu as 3 Special Force puis 2 commandants. Fait que tu vas péter le bunker de ton adversaire. Puis ben, je mets tout le temps les mêmes avantages parce que je suis poche là. Advanced Intel, t'as pas de raison de pas le prendre. Cunning Deployment, c'est d'après moi le deuxième meilleur. Surtout dans la République, parce que tu peux partager tes dodges avec tes amis. Puis Ordonnance, ben t'as juste des TRT comme véhicule. Ils vont pas être dans les jambes de ton Ordonnance si tu veux essayer de le placer plus tard dans le game. Puis t'as pas une tonne d'impact, fait que rendu là. Tu pourrais le changer pour n'importe quel autre, ça serait pas la fin du monde. Fait que c'est ça, c'était la section Pimp My List. Il y avait une plateforme dans sa liste initiale. Puis là, ça m'a. Je l'aurais dit, je joue pas clone. En général, on voit des plateformes avec des listes de Cody. Y a-t-il un monde où ça serait jouable sans Cody? Ah oui. 100%. Tu sais, Isaac, qui avait gagné le Adepticon avec Cody puis une plateforme, il l'a dit. Moi, je l'ai pas parce qu'ils fait ensemble, mais parce que c'est 2 bonnes unités. Puis souvent, tu sais, Cody veut rester proche de la plateforme. Mais ce qu'Isaac disait dans ses entrevues, c'était à part l'ordre au tour 1, Cody était rarement à côté de la plateforme. Fait que tu peux jouer la plateforme est bonne. La plateforme, elle est sous-estimée par beaucoup de joueurs. Ils pensent qu'elle est trop fragile, ils pensent qu'elle n'est pas assez pertinente, mais c'est un véhicule qui va vite, c'est une grosse base, vitesse de 3, qui peut, je sais pas c'est quoi le terme en français, mais qui peut straffer, là, qui peut faire des pas de côté, pas de la lance en ligne, bref. C'est super flexible comme véhicule, même si c'est pas un speeder. Tu pourrais on pourrait quasiment mettre ça dans toutes les listes de clones que ça pourrait être pertinent pour toutes ces raisons-là. Puis ces différentes armes ont toutes leur potentiel intéressant. Ça dépend juste comment tu veux le jouer. Fait que, moi, je suis bien vendu. Tu peux faire quelques ajustements pour me jouer la plateforme si tu veux. Moi, je pense que j'irais quelque chose qui ressemble à ça, là, que t'enlèves les TRT, tu mets la plateforme avec le beam, parce que les missiles sont cool, mais le beam il tire 3 attaques, fait que plus de piu c'est bien. Le Shock Trooper Pilot, parce que dès que tu donnes une surge à un ami à côté, ça peut être cool. Mais je pourrais avoir un argument pour le Star Corp, parce que il donne des observes quand il tire. Fait que si son but c'est de garder ta plateforme loin de tes unités, ben t'as pas de surge à donner à un joint toi.
le Observe va être meilleur. Puis là, ben, tu joues avec tes upgrades, tu mets entre force barrière et force réflexe sur Obi-Wan. Parce que nous, il y a juste Mastery of the Force 1, fait que du moment qu'il est en bas au melee, il va juste tout le temps retrouver Force Push de toute façon. Si les gens qui nous écoutent haïssent pour mourir la règle de backup, ben, une plateforme avec l'arme Beam, c'est parfait pour mettre une suppression sur plein de Corp Troopers qui potentiellement empêcher des backups, surtout pour ceux qui ont juste un courage. Fait que ça, c'est toujours très amusant. Exact. Puis tu lances potentiellement 12 dés parce que tu fais 3 attaques différentes. Fait que peu importe ce que tu attaques, c'est le fun dans CDD. C'est le fun dans ces 12 dés sur une unité à 100 points. Mm-hmm. Moi, je joue l'Empire, on roule pas autant de dés. Alright. Ben, on a terminé la section Pimp My List. Puis on arrive à la fin aussi de notre soirée. Avez-vous des choses à ajouter, messieurs? Soumettez des listes rebelles que je puisse travailler un petit peu. Ou des listes. Des listes Empire aussi. Ou des listes de Ewok, malgré qu'il n'y a pas 75 recettes. Là. Non, on peut s'amuser plus qu'on pense avec, je pense, avec ça. Puis, oui, parce que là, pauvre toi, tu as passé ton temps à peindre un. C'est quoi, c'est un A5, si je ne me trompe pas? Un beau petit bus rouge. Là. Ouais. Toi aussi, il est rouge comme ça. Ouais, mais le mien est plus beau. C'est ça le but. Un jour, je vais faire ma pimp mobile toute noire, gold, avec la Twi'lek sur le top. Là, vous allez voir, ça va être glorieux. Nice. Parlant de ça, j'ai sorti mes Range Troopers, j'ai de la peinture mauve, ils vont être beaux. Ils vont être beaux, mes Range Troopers. Ah, tu vas pouvoir nous montrer ça à nos spectateurs éventuellement? Ouais. Dès que je trouve comment faire leur beau collet en fourrure de léopard, là. Je suis pas le meilleur peintre, donc ça va être un bon challenge. Yeah. Ouais. Fantastique, ça. Ben, sur ce, messieurs, on rappelle à nos auditeurs, nos spectateurs que si jamais ils ont des questions pour nous, des listes, qu'ils aimeraient qu'on analyse, des tournois à venir qui aimeraient ça qui parlent, on peut nous contacter sur notre courriel au 5.tds@gmail.com. Et sur ce, je vous souhaite tous et toutes une belle soirée. Yes. Bonne soirée à tous. À la prochaine! Allez Chico, on fait la go!